Attention. 3, 2, 1, action. So, for example, take communism. I have a dream. Alors, Monsieur Macron, vous avez perdu. Healthcare is a human right, not a privilege. La révolution, c'est d'abord l'irruption des masses sur la scène où se dessine son propre destin. Bonjour et bienvenue dans Prochaine à gauche, le premier podcast de génie qui s'est fait tout seul et qui vous montre la voie vers un futur vert et multiplanétaire. Et des voitures dans l'espace. On enregistre actuellement depuis la station orbitale Prochaine à gauche. Yes. On fume des bons niaxons. Ouais. C'est parti, c'est y part. Alors aujourd'hui, on vous parle de Elon Musk, notre guide, notre sauveur, le meilleur d'entre nous. Théo, c'est toi qui as eu l'idée de faire un épisode sur Elon Musk. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cet épisode ? En fait, moi Elon Musk, c'est un peu toute ma vie. C'est ma passion, c'est mon histoire. Non, surtout pas ça. En fait, c'était par rapport à une conversation que j'avais eue avec des membres de ma famille, et dont un qui est très proche des milieux libertariens. Ça, on en reviendra plus tard sur ça. Et on a eu une conversation en fait sur la place des travailleurs dans ces sociétés que possède Elon Musk. Et on s'est très vite rendu compte, enfin surtout moi en fait, qu'ils avaient complètement posé en admiration Elon Musk dans un sens presque christique en fait. C'est-à-dire littéralement Elon Musk construit ses fusées lui-même, quoi. C'est littéralement ce qui me disait. Et du coup je me suis dit ce serait super intéressant d'en parler, parce que j'ai l'impression, pas trop en France mais surtout dans le Twitter américain et un peu dans les réseaux sociaux américains, que Elon Musk c'est un peu l'Iron Man. D'ailleurs il a même tourné dans Iron Man, pour vous dire à quel point c'est fou. Et apparemment le personnage du MCU est inspiré de lui. Pas Voilà. le personnage de comics, celui des films. En fait ils se sont trompés parce que du coup il est plus alcoolique, il est fumeur de joint, quoi. Il fume déjà. C'est dommage. Et du coup je trouvais ça passionnant parce il a un côté très gourou. Il est pas loin de passer pour une secte. En tout cas il est sur une bonne voie pour devenir une véritable secte autour de sa personne et autour de ses entreprises, qui d'ailleurs sont très critiquables sur beaucoup d'aspects. Et je me suis dit ce serait sympa quand même de démonter un homme qu'on déteste par-dessus tout, et surtout qui a des tweets extraordinaires et qui arrive à faire perdre des milliards sur ses entreprises avec un tweet. Alors moi j'ai une petite anecdote avant qu'on commence, pareil sur les discussions que j'ai pu avoir sur Elon Musk et en particulier sur Tesla, et c'est à partir de là que j'ai commencé un petit peu à détester Tesla, qui pour moi c'était des bagnoles de fils de pute. Moi c'est clair. Un des premiers jobs que je faisais, non mais c'est pas tous les gens qui roulent en Tesla, enfin si peut-être. C'est quand même des gros bourgeois. Peut-être. En partie. Et donc je travaillais pour une start-up nancéenne de livraison. Startup Nation. Et comme c'était des bâtards et qu'ils nous exploitaient, on avait monté un petit truc syndical avec les copains, et on leur avait envoyé une lettre de réclamation à laquelle ils avaient répondu, entre autres: à lire votre lettre, on croirait qu'on roule tous en limousine dans les bureaux de... Insérer le nom de la start-up. Fetch, de toute façon ça n'existe plus, ils sont morts. Ah ça y est, ça... du name dropping, on adore. Vas-y. Et entre parenthèses, surtout que ce serait sûrement plutôt des Tesla au vu de nos convictions écologiques. Ah. Et là c'était vraiment la phrase où je l'ai relue 10 fois, je me suis dit les bâtards. Ça c'est horrible. Voilà, donc on aime beaucoup Elon Musk et ce qu'il C'est représente. un peu de l'écologie pour Bourges, quoi. Oui, donc pour capitaliste. Du coup de la non écologique, quoi. C'est Europe Écologie Les Verts, c'est quoi. ça. Et alors, avant qu'on commence vraiment à attaquer le sujet, je voulais juste dire pour ceux qui nous écoutent, qui ont déjà tenu jusque-là, bravo, et qui se disent mais Elon Musk, en fait, je m'en tamponne, je sais pas qui c'est, puis ça me concerne pas. On va pas juste parler d'Elon Musk. En fait, Elon Musk, c'est notre support pour parler de sujets plus larges, donc notamment du concept de self-made man, d'exploitation, du concept d'intelligence et de capitalisme vert. On peut dire que c'est notre trampoline. Exactement. Incroyable. On va rebondir dessus pendant à peu près 1h30. Yes. Alors, pour commencer, comment les gens perçoivent Musk ? Si vous parlez avec quelqu'un d'Elon Musk, les termes qui vont revenir souvent, ça va être des termes comme ambitieux, rebelle, visionnaire, techno-utopiste, entrepreneur idéal. Certains considèrent qu'il est fantasque, mégalomane, voire complètement fou. Les plus audacieux vont jusqu'à le qualifier de gourou de secte. Mais en faisant mes recherches, j'ai découvert quelqu'un qui, en 3 paragraphes seulement, nous donne vraiment la position du fan de Musk un peu gogol. J'ai essayé de trouver des extraits ou de faire une sélection, mais je vais tout vous lire parce que c'est merveilleux. En fait, tout ce qu'il dit en négatif, c'est ce qu'on va dire le contraire pendant 1h30 avec des arguments. Donc ce monsieur écrit dans l'Opinion. Grand journal de gauche. Il s'appelle Rémi Godot et il nous a gratifié d'une œuvre En route pour le Nobel. Elon Musk,
l'entrepreneur contre le planificateur. Oh là là. Tout le monde célèbre SpaceX, mais c'est Elon Musk, son fondateur, qu'il faut honorer. Et avec ce milliardaire fantasque, l'esprit d'entrepreneuriat dans ce qu'il a de plus glorieux. C'est vrai, l'homme sait voyager dans l'espace depuis 60 ans, mais pour la première fois un vol spatial a été organisé par une société privée à ses risques et périls. C'est vrai, la NASA a cofinancé l'aventure, mais elle s'y est pliée parce qu'incapable, après l'échec de la navette, de repartir à la conquête de l'espace, faute de cette étincelle propre aux startups. C'est vrai, le retour à la capsule peut paraître moins glamour que les vaisseaux ailés à la Kubrick, mais son coût réduit, sa sécurité et sa technologie embarquée ouvrent des perspectives extraordinaires. C'est Star Wars. Malgré échec, sarcasme et mise au pilori, le créateur de la Tesla et concepteur de l'Hyperloop, alors tout ça c'est des trucs qu'on va expliquer après, a réussi au nez de Boeing, sans rien abdiquer de son excentrisme, de son individualisme, de son indépendance. En ce sens, techno-utopiste déjanté, Elon Musk personnifie l'entrepreneur visionnaire décrit par Ayn Rand. Rebelle, en marge du capitalisme de connivence. Héros de la concurrence et du laisser-faire, en lutte contre l'irresponsabilité administrative, inventeur et homme d'affaires doué pour transformer les grandes idées en grands produits. Une caricature ? Peut-être. Mais nous aurions tort de la balayer. Parce qu'avec le coronavirus, la revanche annoncée du planificateur contre l'entrepreneur, l'asphyxie étatique au nom de l'intérêt général, la peur vive du progrès scientifique, la phobie du risque et l'appel à un repli décroissant sous accent d'apocalypse, tout cela réserve des lendemains désenchantés. Scientifiques, artistes, entrepreneurs, inventeurs, tous ces gens de l'esprit sont la solution, pas l'ennemi. Tous défendent une valeur clé, sans quoi l'avenir ne serait plus grand-chose, la liberté. Ah, c'est Florent Pagny en fait. Ah, fallait me le dire depuis le départ. C'est hein. Florent Pagny. Ah bah voilà. Ah, bah, déjà... ah c'est sa nouvelle musique. J'adore. Alors, si vous écoutez le podcast jusqu'au bout, vous vous amuserez à revenir à cet article une fois que vous l'aurez fini. Et notre objectif, ça va être de vous donner plus d'une quarantaine de raisons de traiter l'auteur de con. C'est-à-dire, vous pourrez prendre l'article et à chaque ligne dire « Ah, ça, je sais que c'est con parce que... Ça, je sais que c'est con parce que... Ça, je sais que c'est con parce que... » Je pense qu'on peut dire ça. C'est parfait. Il parle de pratiquement tout. Il parle du rôle de l'État, de l'entrepreneur visionnaire, du génie, de quasiment tout ce qu'on va déglinguer. C'est merveilleux. Je trouve que ce monsieur est une perle, comme il y en a peu. C'est beau. Alors donc on vous parle de Elon Musk, mais la plupart d'entre nous ne savent pas ou ne savent pas complètement qui c'est. C'est pourquoi j'ai demandé à mon frère Benjamin, qui passe beaucoup trop de temps sur les internets, de Mon Dieu. nous expliquer qui est Elon Musk. Parce que Elon Musk, comme vous allez le découvrir, c'est aussi une figure des interwebs. Elon Musk est un multimilliardaire entrepreneur, chef d'entreprise, ingénieur, PDG et /ou fondateur au sein d'une liste assez longue d'entreprises. Cofondateur de Zip2, un éditeur de logiciels pour les informations des entreprises, fondateur d'une banque en ligne, XCOM, qui deviendra plus tard PayPal, PDG et fondateur de SpaceX, une société d'exploration spatiale fondée car Elon Musk considère que la NASA manque d'ambition, et dont le but est, à long terme, de rendre possible la colonisation de la planète Mars, président de la société Tesla, probablement le rôle qu'il a rendu le plus connu auprès du grand public, et investisseur et président de la société SolarCity, dont le but est similaire à celui de Tesla, aider à combattre le réchauffement climatique. Créateur d'un centre à but lucratif, OpenAI, regroupant une dizaine de startups dans le domaine de la recherche sur l'intelligence artificielle, fondateur de Neuralink, une startup visant à relier le cerveau à des circuits intégrés dans le but de fusionner les intelligences humaines et artificielles, et enfin, fondateur de The Boring Company, un projet visant à supprimer les bouchons dans les grandes villes via un réseau de voies souterraines qui a également commercialisé des lance-flammes chalumeaux sous prétexte de financer son projet. Il est également à l'origine de deux autres projets, Hyperloop, un TGV subsonique pouvant atteindre les 1200 km/h, c'est-à-dire 2 fois plus rapide qu'un avion et fonctionnant à l'énergie solaire, et Powerwall, un système de stockage d'énergie par batterie au niveau domestique, qui a pour but de se passer du réseau électrique et rendre l'infrastructure énergétique mondiale totalement durable et sans produire d'émissions de carbone selon lui. Même si l'envoi de sa Tesla rouge dans l'espace est un des événements ayant participé à sa notoriété auprès du grand public, il est également connu sur internet pour sa participation, volontaire ou non, à la création de mèmes. Pour en citer quelques-uns, Elon Musk fume un joint, Elon Musk rigole du mème du cerf mort dans la piscine, ou encore Elon Musk présente l'émission de PewDiePie Meme Review. Son Twitter, également, est source de contenu, que cela soit pour ses dérapages, comme après l'histoire du sous-marin en Thaïlande, ses tweets de moins de 20 mots qui font perdre des milliards à sa propre société, ses mèmes fait maison sur les Teletubbies et la Reine d'Angleterre, et, plus récemment,
l'annonce du nom de son fils XHA12, ensuite réécrit XAEAXII, pour convenir aux normes de nomination de l'enfant de son état de résidence. Il a également gagné en popularité auprès de la communauté manga et japanimation d'internet, après, une fois encore, quelques tweets, comme « J'adore les animés »,« J'adore Your Name », le film d'animation de Makoto Shinkai, ou encore « Je suis en fait une fille aux oreilles de chat, voilà un selfie », tweet accompagné d'une image de Kagero, un personnage issu du jeu Toho. Nous avons donc affaire à un multimilliardaire à la tête de plusieurs sociétés et d'une foule de start-up, qui fait du shitpost sur Twitter pour chauffer les mêmes lords et les weebs. Prochaine à gauche, bon courage. Alors, donc Benjamin, il a mentionné pas mal de choses qu'on va approfondir, en débunker certaines. On a décidé de faire, dans l'ordre un peu chronologique, un podcast en 3 parties. Donc la première, c'est le passé, avec une des choses qu'on entend souvent sur Elon Musk, c'est que ce serait un self-made man. Théo, tu vas nous donner ton avis là-dessus. La seconde partie, ce sera le présent. Est-ce que Elon Musk est un génie ? Et la troisième partie, ce sera le visionnaire. Est-ce que vraiment Elon Musk, c'est le génie une sorte de cyber-Jésus de la technologie qui va nous emmener vers un futur meilleur où les oiseaux chantent? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Évidemment, il faut y croire. Voilà, croyez en vos rêves, hein, surtout. Eh bien, très bien. Alors, on a parlé de self-made man. Alors, bon, c'est quoi le self-made man? Et du coup, qu'est-ce que ça représente? On a pris Elon Musk parce que, pour moi en tout cas, pour nous je pense, Elon Musk ça représente vraiment l'archétype même du self-made man. C'est-à-dire un homme qui se fait par lui-même. Bon, jusque-là, tout le monde a compris. Qui a mérité sa position, sa richesse, son pouvoir, au prix d'un certain effort défini et jugé par la société dans laquelle il évolue. Donc, le self-made man, c'est vraiment une des pierres angulaires de la doctrine libérale. Donc, quelque chose qu'on n'aime pas trop ici, pour plusieurs raisons. Parce qu'elle pose le principe que l'homme libre peut réussir par un sacrifice plus ou moins important. À peu près tout ce qu'il entreprend. Et que de ce fait, ce qu'il possède ne peut être remis en question, car ce serait émettre un doute sur son dur labeur. On a déjà tous entendu cette phrase du mérite, oui mais moi j'ai mérité ce que j'ai actuellement. Et du coup, émettre une critique envers ça, dire non, eh bien ce serait remettre en cause tout le travail qu'a accompli la personne pour atteindre cette position. Et en négatif, ça veut dire que si les personnes riches méritent ce qu'elles ont, les personnes pauvres... Exactement. méritent de ne rien avoir. Exactement. Mais ça, on en reviendra. D'abord, le terme, il vient d'où ? Déjà, vous aurez deviné, je pense, c'est quand même un terme du monde anglo-saxon, qu'on adore tous ici, et plus précisément des États-Unis, dont le premier self-made man serait Benjamin Franklin, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'un des pères fondateurs des États-Unis, et qui vient renforcer le mythe du rêve américain. Car c'est cela dont il est question, le rêve américain, qui suppose que n'importe qui vivant aux États-Unis peut réussir en faisant des efforts. Mot récurrent dans la doctrine libérale, on y revient, qui justifie le temps et la charge de travail au sein d'une entreprise. Au sein d'une entreprise. En suivant ce principe, donc, nous vivrons donc dans une société où chacun est libre de réussir et que de ce fait, les personnes qui sont laissées de côté par la dite société le sont pour une bonne raison. Alors laquelle ? On en trouve plein. Mais voici quelques phrases qui pourraient résonner à vos oreilles. Souvenez-vous, lorsque vous preniez avec votre chère grand-mère, vous avez croisé une personne sans domicile fixe, et alors elle vous a regardé et a sorti cette fameuse phrase, attention, imitation de grand-mère dans quelques secondes, c'est comme ça que tu vas finir si tu travailles pas assez à l'école. Ou encore votre mère qui vous disait régulièrement, après une mauvaise note à l'école, tu veux finir au McDo, d'un air condescendant. Ouais, ça on peut te le sortir, pas que si t'es clodo, hein. J'ai des potes qui, c'est le bon exemple, qui bossaient au McDo, il y a des gens qui ont dit ça, et mon pote il était en mode, bah oui, j'ai un master. Voilà. Donc Elon Musk fait donc partie de ceux qui se sont construits comme des self-made men. Alors vous en avez d'autres, très connus, peut-être un peu plus connus que lui pour le moment, donc Bill Gates, Mark Zuckerberg évidemment, donc Bill Gates pour Microsoft, Mark Zuckerberg, j'arrive jamais à prononcer son nom, pour Facebook. Tout à fait, bien joué, 2 points. Steve Jobs pour Apple évidemment, et plein d'autres pour... Plein d'autres corporations. Yes, tout à fait. Voilà donc un peu pour le self-made man. Alors maintenant, Elon Musk en particulier, son parcours.
Eh ben, Elon Musk, c'est quelqu'un d'assez classique, en tout cas, sur vraiment la surface. Du coup, en plus d'être un même sur pattes et aussi un gros fumeur de joint à ses heures perdues, c'est d'abord le fils d'Errol Musk, ingénieur sud-africain, mais on va revenir sur lui dans quelques Je trouve ça rigolo instants. parce que son père, il a un nom un peu de vieux sorcier. Ça fait nom de prof à Ouais. Poudlard. Et lui, il a un nom d'alien. Ça fait vraiment comme s'il avait pris un pseudo pour être le gars qui veut aller sur Mars, quoi. Ça se trouve, il aime beaucoup Ridley Scott, on ne sait pas. Et aussi, donc du coup, la mère qui est Maye Haldeman, donc nutritionniste et mannequin canadienne qui avait remporté plusieurs gros concours à l'époque. Donc en soi, une famille un peu bourgeoise, au premier abord. Cependant, lorsqu'on creuse un peu, tout petit peu vraiment, on s'aperçoit que le père de Musk, Errol, là, a possédé dans les années 80, je ne sais pas s'il possède encore, une mine d'émeraude en Zambie. Et oui, alors pourquoi ? Pour, je cite, aider à financer le style de vie somptueux de sa famille, les yachts, les vacances au ski et les ordinateurs coûteux, parce qu'Elon aimait les ordinateurs. Et oui, donc finalement, tout ce dont a besoin un être humain normalement constitué. C'est-à-dire, toi comme moi avons besoin d'un petit yacht pour les vacances. En plus, c'est les vacances d'été. Voilà, un petit yacht pour quelques esclaves, quelques travailleurs dans les mines d'émeraude. Bon, qu'est-ce que c'est pas Oui, cher parce payé. que je me rappelle plus si tu l'as dit, mais Elon Musk, il vient d'Afrique du Sud. Oui. Et alors, quand on dit Afrique du Sud, on pense apartheid. Tout à fait. Mais heureusement pour lui, il a grandi du bon côté du grillage. Ah bah oui, parce qu'il est blanc. C'est-à-dire, et puis blanc qui se régale, quoi. Ah oui. C'est oui. pas blanc classe travailleur blanche, etc. C'est vraiment C'est qui se régale. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais bon, après, il faut comprendre. Comme disait son père, c'était les années 80, c'était comme ça. Les temps étaient durs. Voilà, il fallait se nourrir, quoi. Les H, c'est pas donné. Voilà, c'est pas donné du tout. Donc après ça, il a suivi un parcours un peu classique dans plusieurs grosses universités, donc canadiennes puis américaines, je reviendrai pas là-dessus, puisque c'est un bourgeois classique qui fait des grosses universités, parce qu'il s'est barré de chez lui, bref, j'en ai un peu rien à foutre de sa bohème à la con. Il y a un truc, je sais pas si tu l'avais noté, qui est intéressant, je crois qu'il s'est fait naturaliser canadien pour éviter le service militaire. Oui, pour éviter le service militaire sud-africain, tout à fait. C'est ça, et son père lui avait plus ou moins coupé les vivres à cause de ça, il Voilà. était en mode, ah oui, c'est vraiment une petite racaille. C'est la Je racaille. trouve ça rigolo. C'est la racaille bourgeoise. Donc après donc ces belles études, en 99, ils fondent la banque en ligne XCOM, pas confondre X.com, à pas confondre avec le jeu, qui s'arrêta très vite pour être remplacé par PayPal que l'entreprise avait acheté en 2000. Puis en 2001, il changea le nom XCOM pour PayPal. Voilà, petite technique pour faire croire que PayPal c'est à toi. Donc ensuite en 2002, ils fondent SpaceX, l'entreprise censée remplacer la NASA, car selon lui, elle manquait d'ambition, elle manquait surtout de budget, puisque depuis plusieurs années, on lui a coupé les vivres de plus en plus fort, et parce que ça n'intéressait plus personne. C'est ça, c'était un des trucs rigolos dans l'article que j'ai lu au départ. Le gars dit la NASA, à qui il manque l'étincelle d'innovation propre aux startups. Non, il manque la la thune, NASA, en fait. à qui il manque la caillasse. Voilà, il manque juste la thune. Donc d'ailleurs, SpaceX, il faudra attendre une bonne dizaine d'années avant de voir les premiers résultats, parce que pendant un petit moment, c'était vraiment mort sur les débuts, et puis après, il y a eu, d'abord, je crois que c'était des carburants, et puis après, vous connaissez la bagnole. Évidemment, c'est un gros progrès scientifique d'envoyer une bagnole dans l'espace, c'était extrêmement important, bien sûr. Donc en 2004, après, Musk, il rentre dans le capital de l'entreprise Tesla, qui n'a pas été fondée par lui, parce qu'elle a été fondée en 2003, et qui avait déjà, à l'époque, pour objectif de créer une voiture électrique 100% autonome. Donc il s'est dit c'était sympa, du coup il l'a racheté, quoi. Puis après il se l'a un petit peu approprié, parce que les gens comme ça aiment bien s'approprier des choses qui ne leur appartiennent pas. Finalement on retourne aux mines, quoi. Voilà, toujours un petit peu le côté un peu minier. En 2012, alors ils fondent le projet Hyperloop dont Benjamin a parlé, donc il consiste en la création d'un train à très très grande vitesse. Il va très 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 vite. C'est plus que le TGV, c'est très 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 vite. TGV c'est TTGV. À pas confondre, surtout pas. Mais c'est même pas exactement un train, non, c'est des capsules qui sont propulsées dans des tunnels. Voilà, mais en gros, c'est un espèce de train, quoi. Et c'est un projet qui est presque à l'arrêt depuis sa fondation. Il y a en gros quelques startups qui planchent sur le projet. Il y a des appels à projets tout le temps, et en fait, il se passe pas grand-chose. Tandis que Yves Crozet, chercheur au laboratoire aménagement économique transport à Sciences Po Lyon, qualifie ce projet d'escroquerie. Donc, je pense qu'on n'aura pas notre Hyperloop, quoi. Désolé de te le dire, mais bon. Peut-être qu'il nous fera un overboard, on ne sait pas. Donc la dernière en date étant, et là Benjamin en a parlé, donc il a prétexté un financement de projet pour créer un lance-flamme, qu'il a nommé Pas un lance-flamme. Donc un génie absolument exceptionnel, comme vous pouvez vous en douter. Donc finalement Elon Musk, c'est un entrepreneur agile, vous voyez, qualifié et disrupteur. On est d'accord là-dessus ?
Tout à fait. Mais on n'est pas du tout d'accord là-dessus. T'as perdu. C'est d'abord un homme issu d'une riche famille de propriétaires de mines d'émeraude. Alors j'insiste bien là-dessus parce que littéralement, c'est des propriétaires de mines d'émeraude. Et ces gens-là ne sont pas payés correctement et encore moins entretenus correctement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une situation extrêmement agréable. C'est même plutôt de l'esclavage. On est vraiment très très proche de ce que pourrait être l'esclavage. Donc du coup, fonder sa fortune sur ça, c'est quand même un peu triste, surtout quand tu vis dans l'Afrique du Sud pendant l'apartheid et que tu es blanc et bourgeois, donc ça devait être très agréable. Donc il vient d'un milieu très aisé. Oui. Moi j'ai lu pas mal d'articles où les gens disent oui mais machin, une fois qu'il est parti il a coupé les ponts avec sa famille, etc. Ça ne fait pas de lui un self-made man. Ça ne veut pas dire qu'il est parti de rien. Parce que, par exemple, on va beaucoup te mettre en avant que très jeune il s'intéressait aux ordinateurs, mais à l'époque là c'était pas du tout accessible à tout le monde les ordinateurs. Ah, pas du tout. Donc fallait y avoir accès. Il a aussi eu accès à toute une culture, à des codes bourgeois, etc. qui lui ont servi par la suite. C'est ce qu'on appelle en fait le capital culturel. Donc c'est-à-dire en fait que, et en plus d'avoir un capital social. Donc même si, parce que ça en gros c'est flou et je pense qu'on le saura jamais. C'est-à-dire est-ce qu'il a vraiment utilisé la thune de son papa, parce que bon son papa a dit tu fais pas le service militaire, écoute mon garçon, bonne soirée, au revoir, plus de thune. Ça est-ce que c'est vraiment vrai? On le sait pas et franchement c'est pas forcément très intéressant. Par contre ce qui est très intéressant de remarquer c'est que ses deux parents sont issus d'une culture assez bourgeoise, sa mère comme son père d'ailleurs, parce que son père est ingénieur, sa mère est mannequin et nutritionniste. Donc du coup, il a eu accès à un capital, ce qu'on appelle un capital culturel très important. Capital social Capital aussi. social, ça on en reviendra après. Donc le capital culturel, c'est quoi? Donc c'est la capacité à hériter d'une culture. C'est-à-dire que tu as un nombre de connaissances, d'un nombre de codes qui te permettent d'accéder plus facilement à des formes de connaissances. Donc par exemple, si vous avez vécu dans les livres dès votre plus jeune âge, si votre mère, généralement c'est la mère qui s'occupe de l'éducation, encore aujourd'hui, c'est pour ça que je dis mère, vous a appris à lire très tôt, vous a mis dans les livres très tôt, vous avez évolué dans un milieu qui est propre à la lecture, donc qui est propre à la découverte de la lecture, donc du coup vous aurez plus de facilité à lire certains bouquins au collège par exemple, alors que d'autres vont galérer. Donc lui on a cet exemple-là concrètement avec les ordinateurs. On a exactement avec les ordinateurs. C'est pour ça que je parle pas d'ailleurs de ses diplômes ni de son université, parce que évidemment qu'il allait n'avoir aucun mal à accéder à ces universités. Déjà pourquoi? Parce que il avait l'argent pour pouvoir, parce que les universités sont pas gratuites, et surtout pas chez eux, et l'argent pour se déplacer jusqu'au Canada, ce qui vient quand même d'Afrique du Sud, d'avoir un appartement et de pouvoir avoir accès à cette éducation, et de pouvoir rentrer aussi, parce que des fois certaines facs sont sous concours, enfin bref, voilà, etc., et de pouvoir se consacrer pendant plusieurs années à des études. C'est pas tout accessible pour beaucoup de personnes, ça semble simple, ça semble très facile d'accès, pas du tout. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont fait des études et qui viennent pas de milieu de bourgeois pourront vous en parler un peu mieux que moi. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'est un peu le capital culturel. Mais il y a aussi un capital social. Donc son père possédait des mines d'émeraude, sa mère était mannequin, donc du coup déjà ses parents ont un carnet d'adresses extrêmement rempli. Carnet d'adresses dont il va hériter en partie. Donc c'est-à-dire en fait qu'il connaît des gens, qui connaissent des gens, qui lui permettent d'accéder très vite à des sphères plus importantes, notamment financières, pour pouvoir mettre en place ces projets beaucoup plus simplement. Prenons un exemple. Vous êtes issu d'une famille de prolos, donc c'est-à-dire votre père était ouvrier, votre mère, je sais pas, qu'est-ce qu'elle faisait? La mère, elle faisait quoi? La mère, elle était femme de ménage. Femme de ménage, voilà, parfait. Vous avez réussi vos études, vous êtes fiers, vous avez un master d'économie, vous voulez fonder une start-up. Ça m'est d'avis que votre start-up, à mon avis, elle va pas fonctionner très longtemps, puisque vous n'avez pas de carnet d'adresse. Vous n'avez pas de capacité en fait de pouvoir accéder à des personnes qui vont financer votre projet. Donc c'est pour ça en fait que leurs entreprises ont tendance à plus réussir, et de toute façon au pire il y a l'argent de papa-maman. Donc de toute façon dans tous les cas, un jour un de leurs projets on se rappelle de Théodore de Benzman là. Ah oui. Avec la culture du fight, qui avait grave la culture du fight en fondant sa 3e start-up après 2 échecs, voilà. C'était un truc comme ça, avec les sous de papa. Rappelons d'ailleurs qu'en France 99% des startups coulent, donc c'est quand même énorme. Donc voilà un petit peu pour ça. Moi ce que j'aimerais parler un petit peu c'est, donc en plus d'être un homme riche, donc du coup issu d'une famille de propriétaires, terriens, moi j'aimerais parler de tout son côté politique. Alors juste pour terminer sur la partie vraiment self-made au sens biographique, on ne dit pas que Elon Musk est un faux self-made. On dit que le concept de self-made en lui-même, on pense que c'est de la couille. Parce que la plupart des gens qui sont self-made en fait vont venir de milieux de la société qui sont pas si bas que ça, même ceux qui sont pas aussi riches que leur point d'arrivée, et même ceux qui vont partir d'un point dans la société qui est un peu plus bas, c'est surtout, plus que leur volonté incroyable quoi, des coups de chance, des rencontres, des opportunités au cours de leur vie, qui vont leur permettre d'achever leur statut social final. Tout à fait. Et puis même pour ceux qui ont... parce qu'il y a souvent le mythe du survivant. Enfin, c'est plutôt le syndrome du survivant. Pas le mythe, puisque avec Elon Musk, le mythe
mythe va revenir souvent le mot là, le syndrome du survivant, parce qu'en fait il y a en effet des personnes qui réussissent, qui arrivent à accéder à des hauts postes et des hautes fonctions et qui sont issues des milieux les moins favorisés, des milieux parfois extrêmement précaires, et qui vont être persuadés que c'est par leur dur labeur qu'ils ont réussi. Et en fait on ne remet pas en cause, on ne remet pas en question le travail qui a été accompli On par dit ces juste personnes. que c'est pas que ça, et Voilà. qu'on peut travailler tout autant et échouer. Voilà, d'ailleurs, oui, c'est ça. En fait, Moi, c'est l'exemple que j'ai avec mes parents. J'ai un exemple qui marche super bien que ça. Quand ils me disent oui, mais moi je connais machin, il s'en est sorti, etc. Ben moi, je peux te trouver des noms de gagnants au loto. Tu cherches sur internet, tu trouves des noms de gagnants au loto. C'est pas pour ça que le loto c'est une méthode fiable pour faire fortune et que n'importe qui avec la bonne volonté de jouer au loto peut gagner au loto. Et puis en fait, un des trucs là, je vais peut-être passer en mode statistique, mais très rapidement parce que j'aime pas ça. Le problème en fait, c'est que donc là, ça suppose le self-made man suppose l'idée de mérite. Et cette idée de mérite, si il existait, parce que c'est un concept qu'on remet beaucoup en question, que les sciences sociales remettent énormément en question. Ça c'est vraiment quelque chose, je pense que vous pouvez vous intéresser à toute la sociologie, même la psychologie sociale s'y intéresse un petit peu, même un petit peu moins quand même. Mais en tout cas, le mérite supposerait donc du coup qu'on vivrait dans une société, comme je l'ai dit tout à l'heure, où quoi qu'il vous arrive, au niveau de carrière, hein, pas au niveau de santé, mais quoi qu'il vous arrive, au niveau de votre carrière, c'est dû à vous. C'est vous qui êtes responsable de votre carrière, donc de votre capital financier, etc. etc. Tout va bien, il y a eu un accident sur le plateau. Écoute, donc l'accident est résolu, notre ingé son est mort, mais ce n'est pas grave, nous en avons un autre juste derrière nous. Et oui, c'est l'armée de réserve du chômage. Voilà. Disait Marx. Allez travailler s'il vous plaît. Donc du coup oui, alors vous voyez où je veux en venir, je vais arriver sur la loi normale. Alors, pourquoi je parle de la loi normale ? Alors oui, c'est les statistiques, ne fuyez pas, je vous en supplie. Vous pouvez fuir si vous le souhaitez. Et bien parce qu'en fait, le problème, c'est que la méritocratie, donc du coup, si elle existait, on aurait une répartition normale des richesses. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ce mot un peu bizarre ? Donc ça voudrait dire en fait qu'on aurait une répartition logique, donc c'est-à-dire une espèce de courbe, ce qu'on appelle une courbe de Gauss, qui répartirait de façon, c'est-à-dire logique, donc c'est-à-dire chacun à sa part, les richesses. Donc c'est-à-dire que la majorité des personnes posséderait la majorité des richesses par rapport à leur nombre. Hein, voilà. Donc pour le moment, c'est à peu près logique. Sauf qu'en fait, on constate pas du tout ça. La richesse est possédée par extrêmement peu d'individus. À l'heure actuelle, on dit c'est les 1%. Hein, les 1% possèdent 50% des richesses du globe. Donc c'est pas du tout une courbe de Gauss, c'est une courbe non gaussienne. C'est-à-dire en fait qu'on voit vraiment, vous comparez une courbe, elle est toute plate, et d'un coup vous avez une augmentation gigantesque sur vraiment une toute petite partie de la population. Donc c'est pas du tout une répartition des richesses, il n'y a pas de répartition des richesses. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population, très minime, très infime, hein, qui possède 50% des richesses du globe. Et surtout, si ça se joue au mérite, si on part du principe que le mérite c'est un truc essentiel à la personne, inné, si ça se joue au mérite, au lieu d'avoir une répartition qui reste dans les familles très souvent là même, il y a une très forte reproduction du statut social, Oui, bien sûr, oui. on aurait quelque chose qui serait beaucoup plus aléatoire comme le loto. Tu commencerais fils de ministre, tu finirais à la caisse chez Lidl, tu commencerais fils de caissier chez Lidl, tu finirais ministre. Et Oui. ça arriverait souvent. Et puis en fait, Parce que c'est pas du tout ce qu'on constate si on s'intéresse aux statistiques sur le sujet. Puis ça suppose en fait beaucoup de choses dont on viendra, notamment l'intelligence, qui suppose du coup qu'il y a des individus plus intelligents que d'autres, et ça c'est une question dont on reviendra tout à l'heure, et qui est extrêmement critiquable sur beaucoup d'aspects, et qui même d'ailleurs a un petit côté eugéniste, pas du tout Mais on y agréable. reviendra. Et On du y coup, je reviendra. vais te laisser aller sur l'aspect un peu plus politique. Oui, alors, pourquoi en fait ? Parce que Elon Musk, du coup, comme je l'ai dit, son environnement est d'un environnement tout à fait classique et bourgeois. Et en fait, on constate, même si je ne crois pas qu'il se définisse comme ça, mais en tout cas, on constate quand même une mouvance importante, tu me corrigeras peut-être. Donc, très influencé par cette idée de mérite, comme on l'a dit. Donc, du coup, on peut qualifier sa politique un peu de libertarienne. De ce qui dégage, de la volonté d'entreprise, etc. C'est une politique libertarienne. Bah, c'est un petit peu compliqué pour le qualifier de lui de libertarien, mais beaucoup de libertariens sont fans de lui. En Voilà. tout cas. Et puis même dans son idée, je vais en venir, dans son idée d'entreprise, etc., dans ses idées d'entreprise, il y a quand même une touche libertarienne. Il ne se définit pas comme ça, mais en tout cas, on ressent quand même cette idée libertarienne un peu toujours. Alors, libertarianisme, pour les gens qui connaissent pas, dans les très très grandes lignes, c'est une forme de libéralisme exacerbé où on pense que l'État ne doit absolument pas intervenir ou au strict minimum. C'est ça. En fait, Et les individus doivent être libres au maximum. Et là, sur le papier, ça a l'air sympa, mais c'est en gros, on peut exploiter tous les gens n'importe comment. Est-ce que tu as d'autres exemples ? En fait, oui. Sans trop rentrer dans les détails. Sans trop rentrer dans les détails, en gros, c'est cette philosophie, entre guillemets,
prône la stricte liberté d'entreprendre, qui met la propriété privée au-dessus de tout, sachant que il peut y avoir beaucoup d'impact sur cela, et qui du coup veut réduire l'État à son strict minimum. Donc c'est une vision jusqu'au boutisme d'un capitalisme complètement dérégulé. Par exemple, le libertarien, il refuse toute forme de code du travail. C'est ça. Parce que ça doit se faire librement entre les individus. Voilà. Sauf que si tu as un individu qui est assis sur une pile d'émeraude, on va prendre une pierre précieuse au piste, et un individu qui sait pas ce qu'il va bouffer le soir, la situation de négociation, elle est extrêmement biaisée. C'est ça. C'est pour ça qu'on a un code du travail. Pour que la personne qui sait pas ce qu'elle va bouffer ce soir, elle puisse dire à la personne, bah non, je vais pas travailler pour toi pour un quignon de pain, parce qu'un quignon de pain c'est de l'arnaque, tu vas me filer un repas complet. Par exemple. Tout à fait, et c'est par exemple, on peut mener avec la crise du Covid-19, donc par exemple, c'est la fin des hôpitaux publics. C'est-à-dire qu'on n'aurait que, comme aux États-Unis, des hôpitaux privés, qui d'ailleurs se cassent la gueule à l'heure actuelle, ce qui est quand même une démonstration par A plus B que le privé, c'est pas forcément très très bien. Donc du coup, qui laisserait complètement les entreprises faire ce qu'elles veulent. Absolument tout. Donc imaginez les conséquences que ça a sur votre vie de tous les jours. Et alors donc du coup, par rapport à Elon Musk, et bah du coup, pourquoi je dis ça en fait, c'est vraiment là, dans cette idée de se supplanter à l'État, que Musk apparaît le plus dangereux, et vraiment apparaît pour moi de façon très virulente. Donc par ces entreprises, il tente de s'imposer comme la source sûre de tout projet à long terme. L'espace, les transports, la gestion d'argent et la gestion des données. Ce sont des choses qui sont très importantes dans notre société. Bon, peut-être pas l'espace, quoique, mais en tout cas la gestion de données et la gestion d'argent, c'est des choses qui sont extrêmement essentielles dans nos sociétés. Donc en gros, ces sociétés-là devraient se supplanter, devraient être supérieures, devraient prendre place à la place des services publics. Donc par exemple, plus de NASA, parce que la NASA est un service public. Par exemple, avec la gestion des transports, puisqu'avec Tesla, on veut mettre des voitures autonomes pour 4-5 places, je crois grand max, ces bagnoles. Donc du coup, plus besoin de train, plus besoin de bus, plus besoin des avions encore, parce que c'est rigolo les avions. Donc voilà, plus besoin de transport public. Donc du coup, voilà, vraiment détruire ce que l'État peut apporter. Donc détruire les services publics, détruire les capitaux publics pour finalement arriver à une marchandisation totale de tout. Mais paradoxalement, c'est quelqu'un qui est très soutenu par l'État. Tout à fait. Ah bah oui, bien sûr. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est complètement soutenu par l'État. Par exemple, SpaceX, il a reçu énormément d'aide de l'État, notamment de l'Air Force. Je crois que c'est à peu près 46 millions de dollars, quelque chose comme ça. Donc il a reçu de l'Air Force, donc américaine évidemment, et il en demande tout le temps de l'argent à l'État, plusieurs milliards d'ailleurs. C'est pour ça qu'il était proche conseiller de Trump à un moment, ça on a tendance à un peu l'oublier, mais il y était, pour avoir de l'aide de l'État. Bah oui, parce que apparemment, monsieur qui s'est fait tout seul, qui a réussi tout seul, a besoin quand même un peu de l'argent de l'État. Mais finalement, c'est d'ailleurs une constante, c'est pas que lui qui fait ça, c'est une constante. On va peut-être parler très rapidement de la crise de 2008. Donc de nombreuses banques et entreprises ont été sauvées du démantèlement par l'intervention des États, notamment des États-Unis, qui a filé une thune incommensurable à ces États et qui a tout fait payer aux contribuables. Puisque pourquoi pas, ou encore là l'acteur actuel avec Air France et Renault. Mais il y a pas mal de théoriciens politiques, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas d'intellectuels qui remarquent que même si le libéralisme prétend s'opposer à l'État en permanence, en fait pour garder le marché comme il le veut, pour soutenir ses projets, etc., le libéralisme fait en permanence appel à l'État. C'est ce que disait Noam Chomsky dans son documentaire Requiem for the American Dream. Noam Chomsky disait en fait on vit pas dans une société capitaliste, parce que si on vivait dans une société capitaliste, les entreprises qui chutent, les entreprises qui devraient fermer leurs clés sous la porte, fermeraient dans une société capitaliste. Sauf que ces sociétés capitalistes, ces sociétés, ces entreprises qui vivent dans notre système ne ferment pas. Elles sont aidées par les sociétés, elles sont aidées par l'État. Pourquoi ? Parce qu'elles sont considérées comme essentielles. Sauf qu'en fait, pas tellement. C'est le principe du too big to fail, c'est-à-dire si on les aide parce qu'on part du principe que si elles se cassent la gueule, tout se casse la gueule. Tout à fait. C'est exactement ça. Alors, si je te dis Elon Musk a créé l'entreprise Tesla, ou Elon Musk envoie des voitures dans l'espace, est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque dans cette proposition ? Alors, il y a deux choses qui me choquent. Déjà, Elon Musk n'a pas créé l'entreprise Tesla. Il a investi ses capitaux dans l'entreprise Tesla qui existait déjà en 2003. Il les a investis en 2004. Donc, du coup, il n'est pas le fondateur de Tesla. D'ailleurs, Tesla avait dès le départ l'idée de faire des voitures autonomes 100% électriques. Donc du coup, même lui, ça ne vient pas de lui, cette idée.
Donc déjà pour le truc là. Ensuite, c'était la deuxième, c'était... Elon Musk envoie des voitures dans l'espace. Elon Musk envoie des voitures dans l'espace. Bon, si vous pensez qu'Elon Musk envoie des voitures dans l'espace, sachez qu'il serait peut-être temps d'aller consulter. Mais Parce qu'il n'envoie pas de voiture. il n'envoie pas de voiture dans l'espace. Il en envoie une quand même. Il en a envoyé une, non. Ils ont envoyé une voiture dans l'espace, tout à fait. Pourquoi ? Parce que, en fait, si vous considérez que Elon Musk a envoyé une voiture dans l'espace, eh bien, vous vous êtes fait avoir par le self-made man. Et oui, encore toujours là, le sacré filou. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est considéré que Elon Musk, je prends Elon Musk comme exemple, un homme est capable de tout faire. Donc c'est-à-dire en fait que vous, du coup, je vais rajouter, vous êtes d'accord sur les prochaines affirmations que je vais émettre. Elon Musk a pris un camion pour aller à une entreprise de dépôt. Elon Musk a fabriqué les matériaux, elle les a transformés dans une usine. Elon Musk a conduit le camion. Mais avant ça, il a fait les plans. Même pas. Il a inventé les réacteurs de la fusée. Bien sûr, ça s'invente tout seul, hein, évidemment, puisque aujourd'hui on peut être mathématicien, astrophysicien, chimiste et que sais-je encore. Non, pas du tout. En fait, même par exemple, regarde, je prends l'exemple d'une recherche. Une recherche en sciences ne se construit pas toute seule. Une personne ne fait pas une recherche toute seule. C'est-à-dire, c'est pas une personne qui va s'atteler sur un sujet. C'est plusieurs personnes. 3, 4, 5, 6, 7, etc. Plus la recherche est longue, plus la recherche est complexe, plus il y a de monde dessus. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être expert de tout. On peut au mieux avoir une expertise suffisamment importante sur un sujet très précis, par exemple les pissenlits, mais on ne peut pas être expert de la flore. C'est impossible. Parce qu'on n'a qu'une vie et on n'a que 8 années d'études. Alors si vous voulez passer toute votre vie à faire que des études, vous pouvez, d'accord, très bien. Mais vous ne serez jamais expert de la flore, quand même, parce que vous n'avez que 75 ans d'espérance de vie si vous êtes un homme. Donc c'est peu pour apprendre toute l'histoire de la flore, par exemple. Et bien là, c'est pareil pour les fusées. Le nombre de choses qu'il faut savoir pour construire une fusée, sachant que je ne suis pas du tout dans ces matières-là, moi c'est pas du tout mon expertise, c'est extrêmement complexe, il y a énormément de monde, des mathématiciens notamment, et ça demande beaucoup d'expertise qui sont extrêmement complexes. Donc non, peut-être qu'il a participé au plan, mais en tout cas c'est sûr et certain qu'il ne les a pas fait tout seul. Mais donc voilà, on dit beaucoup que c'est un génie, qu'il a des grandes idées, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que même sans aller sur la partie sur laquelle on va aller ensuite du travail physique, manuel, etc., de construction, même pour le travail de cerveau, il le fait pas tout seul. Déjà parce qu'on a vu que Tesla, c'était pas son idée à la base, qu'il l'a racheté. Tout à fait. Il a le droit, hein, mais en tout cas, c'est pas son idée. Et ensuite, parce que même une fois qu'il balance une idée en l'air, imaginons que le SpaceX, c'est son idée, il dit on va aller sur Mars et faire des capsules réutilisables, et ben c'est pas lui qui va dessiner les plans, c'est pas lui qui va réfléchir à la mise en place, etc. Il y a des cerveaux qui bossent pour lui. Donc en fait, tout ce qu'on met à son crédit, c'est énormément de personnes, de scientifiques, d'astrophysiciens, d'ingénieurs qui ont travaillé sur ces sujets-là. C'est énormément de cerveaux, sans doute très brillants, hein, parce que faut être une tronche pour concevoir une fusée, qui sont derrière ça. C'est pas Elon Musk tout seul qui a construit des plans de fusée. C'est ça. Alors donc, on a vu pour l'instant que Musk a bénéficié d'un contexte familial aisé. D'émeraude. D'un contexte politique qui lui était favorable. L'État lui a donné de l'argent pour ses entreprises, a subventionné ses entreprises, donc pour l'instant pas très self-made, et qui a énormément de cerveau derrière ses projets. Mais il y a aussi des mains, des corps dominés. Camarades. Et bim. Alors, tout en bas de la chaîne, on a les matières premières. Des gens, surtout dans le tiers-monde, qui vont collecter des matières premières pour les projets de Musk, ses bagnoles, ses fusées. Pour vous donner un exemple, le cobalt utilisé dans les batteries, il vient de République du Congo, où des enfants travaillent dans des mines. Apple, Microsoft, Google, Tesla et Dell ont été visés par une plainte par l'IRA, une organisation de défense des droits de l'homme, pour les conditions de travail des enfants dans ces mines. Certains enfants sont morts ou mutilés dans des effondrements et chutes de murs. Ils travaillent plusieurs heures par jour, donc toute la journée dans des mines, pour 2 à 3 dollars par jour. Et encore une fois, c'est pas du tout lié qu'à Musk, parce que par exemple, on a l'entreprise, c'est Pegatron en Chine, qui est possédée par Apple et qui assemble les téléphones et qui aussi fait travailler ses employés dans des conditions absolument dégueulasses. Notamment, Exactement, c'est pas le problème de Musk. Non. Il y a à peu près 80% de ce qu'on va dire dans ce podcast
sauf les trucs qui sont très spécifiques à son activité, peuvent être appliqués à tous les autres grands patrons et à la plupart des autres Même Steve multinationales. Jobs. Voilà, une fois que tu as extrait tes matières premières dans le tiers-monde, il te faut des mains. Alors lui, c'est un peu mieux qu'Apple, ses bagnoles, il les fait fabriquer sur le sol américain en Californie. Et alors, comment est-ce qu'il traite ses employés ? Bah, qui a été une des conditions d'ailleurs, je crois, pour la thune des financements. Ça doit aussi aider pour la subvention, clairement. Alors, pour ce qui est de ses employés, certains étaient très enthousiasmés par le projet de Musk, le cadre de travail, les machines robots futuristes. Vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des vidéos de ces entreprises. Les C'est vrai que c'est- open space, c'est putain. impressionnant. Oui. Ils s'étaient fiers d'être là, ils avaient l'impression d'être bien traités. D'autres ont un point de vue plus mesuré. L'un d'entre eux déclare par exemple, c'est comme mourir et se retrouver au paradis de l'ouvrier de l'automobile, donc ça c'est pas mal. Notamment pour parler du cadre de travail, des machines futuristes, etc. Mais il rajoute, tout a l'air d'être dans le futur, sauf nous. Michael Sanchez était extatique en arrivant et avait l'impression de faire partie du futur. Il a aujourd'hui le dos niqué et 2 hernies discales à force de travailler les bras en l'air toute la journée. Tu peux tenir le coup mardi. Ensuite vient mercredi, tu commences à sentir quelque chose. Jeudi, c'est la douleur. Vendredi, c'est l'agonie. Samedi, tu essaies juste de rester en vie jusqu'à la fin de la journée, déclare-t-il. Un autre ouvrier déclare avoir l'impression de construire le monde de demain et espère que ses petits-enfants pourront dire un jour « mon grand-père y était ». Mais il se dit aussi inquiet pour son bras de plus en plus douloureux, qu'il espère pouvoir utiliser à la retraite. Dans les usines d'Elon Musk, les ouvriers travaillent toute la journée sur des machines peu ergonomiques. Ils font des longues heures de service sur des machines dangereuses. Les cadences sont infernales pour que Tesla continue à battre des records de production. Des employés racontent avoir été envoyés au travail juste à côté d'un autre allongé par terre qui venait de s'évanouir. De son côté, Elon Musk il justifie ça en disant que c'est parce que on n'est pas des capitalistes avides qui font tout pour avoir du pognon. C'est juste, on est une petite entreprise qui se lance et donc on perd de l'argent. Comment est-ce qu'on peut survivre ? Comment est-ce qu'on peut ne pas mourir et que tout le monde garde son travail ? Donc en gros, c'est mon business marche pas de ouf, j'arrive pas à faire de pognon avec, donc on va envoyer les ouvriers au casse-pipe. C'est un peu son excuse pour ça. En 2016, il y a cependant eu des améliorations sur les statistiques d'accidents qui sont devenues meilleures que dans le reste de l'industrie automobile. Le problème, c'est qu'on sait pas à quel point c'est représentatif parce qu'il y a une forte pression sur les employés qui déclarent des blessures et des accidents de travail indirectement, c'est-à-dire qu'on leur dit d'accord, on va te mettre à un poste plus tranquille et c'est des postes qui peuvent être jusqu'à 3 fois moins bien payés. Tout à fait. Et puis en plus, l'inspection du travail là-bas, je suis pas sûr qu'il soit extrêmement performant. Hein. Donc, outre les cerveaux à son service, il y a des mains dans le tiers-monde et des mains dans ses usines pour assembler les Tesla, notamment. Là, on a pris uniquement l'exemple de Tesla. Mais il les assemble pas tout seul. Non, il les assemble pas tout seul. Il y a des ouvriers qui souffrent. déçu. Il y a des ouvriers qui se font des Mais blessures du travail dans les entreprises. Du coup, le camion non plus, c'est pas lui qui conduit. Non, c'est pas lui qui Et la conduit. grue non plus. Et pour non. construire Ah Et putain, je suis déçu. Pas Je suis lui. déçu. Bah, je me Moi aussi, désabonne je hein, suis sur deg. Twitter là. Ça y est, je me désabonne. Mais alors, du coup, il est pas le self-made, mais il a au moins un peu de gratitude. Genre, il les traite bien ces gens-là. Il leur paye une bagnole. Et non, il est pas très content quand ses employés se syndiquent. Elon Musk est connu pour être particulièrement anti-syndicaliste comme patron. Waouh. Il a pris plusieurs mesures illégales contre des syndicats. En 2018, l'UAW, donc c'est United Auto Workers, donc les travailleurs de l'auto unis, c'est un syndicat, Automobile, ouais. ont porté plainte contre lui car il aurait menacé dans un tweet de retirer les stock options des travailleurs s'ils s'engageaient dans une activité syndicale. Lui dit qu'ils peuvent se syndiquer et que s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ne le veulent pas. Il y a des salariés qui ont été virés pour sympathie syndicale. José Moran, un de ses employés, a écrit un article de blog et avec 3 autres, il donnait des tracts sur le parking, il a eu des ennuis pour ça. Sur les usines de Musk, il y a une interdiction de porter des pins ou des t-shirts pro-syndicaux. Les employés qui ont été virés pour un de ces motifs, il a été obligé de les réembaucher parce que la plainte de l'UAW a abouti. Il a dû leur payer leur salaire perdu et lire une notice à ses employés en disant qu'ils avaient le droit de se syndiquer. Trop bien. Cependant, il n'y a pas eu de sanctions financières. Moins bien. Donc il s'est aussi exprimé contre les syndicats sur Twitter. Il pense que les syndicats ruinent les usines, détruisent les emplois. Alors ça c'est vraiment les classiques du MEDEF, hein. On connaît chez nous aussi. Et que Tesla s'occupe déjà assez bien de ses employés comme ça. Bah, bien sûr. Bah, d'ailleurs, moi ça me rappelle un petit peu de Jeff Bezos avec ses managers antisyndicales. Donc il payait des gens pour faire en sorte que les personnes ne se syndiquent pas. Yes. Et ça... C'est très légal ça je suppose. Ah, pas du tout. Il a fait aussi donc une série de tweets pour s'exprimer contre les syndicats. Il répond que l'UAW veut la division et la mise en place d'un système à 2 classes, les seniors et les gens du commun. Les États-Unis ont fait la guerre d'indépendance pour se débarrasser du système à 2 classes. Quoi ? Les employés et les managers devraient être égaux avec un mouvement facile d'une position à l'autre.
Être un manager, ça craint d'ailleurs. Je déteste faire ça. Donc ce qu'il nous dit, c'est ouin, c'est triste d'être un patron, c'est dur. Ouais, c'est vrai Mais que c'est aussi, très triste. il est en train de nous expliquer que les États-Unis d'Amérique ont accompli le communisme. Bah oui, bien sûr. Depuis D'ailleurs, leur révolution, donc depuis 3 siècles, depuis avant Marx, ils se sont débarrassés du système de classe pendant la guerre d'indépendance. Venant d'un mec qui dit que Karl Marx était capitaliste puisqu'il a écrit un bouquin dessus, je pense qu'en effet pour lui, oui, le communisme s'est réalisé puisque pour lui, Karl Marx était un capitaliste. Donc voilà, s'il y a des gauchistes qui nous écoutent et vous voulez découvrir l'utopie socialiste, Allez aux États-Unis. allez aux États-Unis. Voilà, c'est vachement bien, vous allez voir. Hein. Par contre, ne vous cassez pas la gueule. Enfin, pour parler de comment ils traitent ces travailleurs, on peut parler de l'épisode du Covid-19. Dans un premier temps, quand il y a les premiers signes de l'épidémie, il compare le coronavirus à un rhume. Il dit que c'est débile de paniquer. Les enfants sont immunisés même si les vieux en mauvaise santé sont vulnérables. Alors les gens qui ont perdu leurs enfants, il y a des enfants qui sont morts, hein. Les gens qui ont perdu leurs enfants du coronavirus seront contents d'apprendre que les enfants sont immunisés. Il a aussi annoncé que ça serait fini fin avril. D'après lui, l'industrie médicale gonfle les chiffres et il est fan d'un produit. Lequel? La chloroquine. La chloroquine. Mais bien yes. sûr, mais Donc, oui. Elon Musk et Tim Raoult, il Voilà. a Donc aussi bien conspi, hein. retweeté une vidéo qui préconise la fin des gestes barrières. Parce que ça sert à rien. Ah, bien sûr. D'ailleurs, il avait même dit le 6 mars que la panique provoquée par le coronavirus, c'est stupide. Donc, Voilà. une fois que le confinement est prononcé, il déclare que c'est pas démocratique, que c'est fasciste, et il tweet Free America Now. Tesla en sait bien plus sur ce qu'il faut faire pour reprendre la production en toute sécurité grâce à l'expérience acquise dans notre usine Tesla en Chine. Je suis pas sûr que ce soit un bon exemple. Donc voilà, apparemment ils savent mieux que les experts médicaux ce qu'il faut faire pour le Covid. Il a aussi relancé la production sans l'autorisation des autorités. Ouais. Et il a fait un tweet pour dire qu'il était le seul responsable et que s'il fallait arrêter quelqu'un, ce serait lui. Donc il est mais un il petit fait peu en Macron. mode Il fait Macron là. Oui, il a vient me fait chercher tout ça. qu'il vienne me chercher. Et du coup, son entreprise, c'est Alexandre Benalla. Donc évidemment, il a eu une plainte pour avoir ouvert trop tôt. Mais lui, il se défend en disant que c'est une industrie essentielle. Et il menace de se barrer dans le Texas ou le Nevada où il a été soutenu par Trump, qui disait oui, c'est un de nos génies, il faut le traiter mieux que ça, etc. Alors que lui, il avait déclaré qu'il était ennemi de Trump. Et il y a même un comté du Texas qui s'est jeté sur l'occasion en affirmant être pro-business. Et qu'il pouvait venir quand il voulait, il avait juste à choisir un emplacement. Ah, bah c'est sympa ça. Donc c'est sympa, les gens au Texas Mais- sont très accueillants Mais du pour coup, les il patrons. réussit tout seul, ça, c'est bien. Et tout ça, il réussit tout seul. Ah, c'est vachement bien, il est très très fort. Hein. Donc, est-ce qu'il s'est fait tout seul? Non. Il a bénéficié d'un contexte familial, Déçu. d'aide de l'État, d'ingénieurs, de gros cerveaux, de travailleurs sous-payés sur le sol américain et en dehors du sol américain, pour lesquels même les travailleurs américains, parce que bon, à la limite, les travailleurs du tiers-monde, c'est un classique, mais même sur son sol, il a aucune pitié pour ses propres travailleurs. Donc non, il ne s'est pas fait tout seul, et en plus, il semble pas avoir beaucoup de considération pour les gens qui l'ont fait. Musk est-il un self-made man? Non. Tristesse et émotion. Mais partie 2, peut-être que c'est vraiment un génie. Ah Alors, les arguments pour. Il a appris à coder quand il était enfant. Wow. Il a conçu et vendu son premier jeu quand il était jeune, genre Wow. 12-14 ans. Apparemment, il a écrit le code de PayPal tout seul. Mais il possédait pas PayPal. Il a créé plusieurs compagnies importantes. Il est doué pour faire travailler des génies pour lui. Et d'après... Ça veut vraiment rien dire, ça. Ça veut vraiment rien dire. Et ça va te plaire, attends la suite, tu vas kiffer. Vas-y. D'après IQtest.net, Ah oui, vas-y. il a un QI de 155, Waouh basé sur des tests d'aptitude qu'il avait fait quand il était jeune. Ah bien sûr, oui. Ah oui, c'est bien ça. Sa capacité à lire et à appliquer des informations techniques, Ouais, et sa capacité à utiliser des nombres, ouais. quoi que ça veut dire, pour faire des changements de processus uniques dans l'histoire d'une industrie compliquée. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'Elon Musk est un génie? Bon, la réponse est non, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, du coup, on va parler encore d'un autre mythe qui est lié à celui du self-made man et du coup celui d'Elon Musk, surtout très présent chez Elon Musk, enfin, quoique dans les années 80, c'était pas mal Bill Gates aussi, ça. Le mythe de l'intelligence. Alors, là je t'arrête tout de suite, l'intelligence ça existe. Ouais. Moi quand j'étais en moyenne section de maternelle, je Ouais. savais déjà écrire papillon Ah, c'est vrai. et en mettant 2 ailes, Ah, t'es trop fort. alors qu'il y a beaucoup de lettres Mais du coup, t'es zèbre ou cristal, je sais plus. au potentiel. Ah, pardon. D'accord. Bah, c'est un peu compliqué maintenant, on se perd, tu sais. Du coup, le mythe de l'intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça, le mythe de l'intelligence? C'est quelque chose en fait qui est extrêmement présent dans nos sociétés et surtout depuis à peu près la fin du 19e, le début 20e. Et pourquoi? Parce que en fait, le mythe de l'intelligence, donc en gros, l'intelligence, je ne vais pas le définir puisque c'est indéfinissable.
dans le sens où chacun a sa propre définition de l'intelligence et chacun donne son avis sur l'intelligence. Sauf que le problème, c'est ça en fait. C'est que l'intelligence n'est pas définissable et que donc, puisqu'elle n'est pas définissable, elle n'est pas mesurable. Un exemple. Mon cher Ed, je vais te demander maintenant de me décrire une nouvelle couleur. Ça se voit pas, mais je fais des gestes avec ma bouche qui font que je cherche des mots. Voilà, donc tu ne peux pas évidemment, puisque le bleu jaune, le bleu jaune. Voilà, bien sûr tu ne peux pas, pour une simple raison, c'est que en fait tu ne peux pas t'imaginer quelque chose qu'on t'a pas défini à la base, que tu n'as pas vu, que tu ne peux pas voir. Et comme l'intelligence est un concept abstrait, comme plein d'autres concepts en psychologie, bah, du coup on est obligé de la définir avant de pouvoir la mesurer, tenter de la mesurer. Par exemple, un neurone on n'a jamais vu. C'est une interprétation de ce qui pourrait ressembler à un neurone. Et bien là, c'est pareil avec l'intelligence, sauf qu'on n'a pas de définition. Donc, puisqu'on n'a pas de définition, on ne peut pas la mesurer. Mais du coup, on va me répondre, oui, mais il y a le test de QI. Alors du coup, il y a les tests de QI, déjà. Alors les plus connus, c'est le WISC 5 et le VICE. Alors, ces tests de QI, je ne vais pas faire l'histoire, je vais faire l'histoire très rapide du QI. Pourquoi le QI existe? Très très rapide. En fait, du coup, c'est français, cocorico, toutes mes félicitations, par Alfred Binet. Et en fait, à la base, c'était sous l'impulsion du ministère de l'Éducation, qui souhaitait en fait répartir les élèves avec les moins bons et mettre les moins bons avec les plus forts. Donc du coup, ils voulaient un test comme ça, de performance. Voilà, vous allez bien retenir ce mot, performance. Donc un test de performance, et du coup, ce test est arrivé, donc le test Alfred Binet, qui a ensuite été repris aux États-Unis, puis après repris, puis du coup, ça a donné le WISC et le VICE. Donc c'est, en gros, si vous avez passé un test de QI avec un psychologue, c'est probablement le WISC en fonction de votre âge, ou le VICE. Voilà, normalement, c'est les plus connus. Qui coûte d'ailleurs un bras, je vous le lis tout de suite. Le problème en fait, c'est que ces tests de QI ne mesurent en aucun cas l'intelligence, puisque pas définissable, mais on mesure des aptitudes cognitives. Et là d'un coup, c'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, une aptitude cognitive, par exemple, c'est la capacité à compter. Alors très bien, donc la capacité à compter, 1, 2, 3, 4, 5, par exemple de plus de 4. Voilà, tout à fait, félicitations, Précisément. Tu as 132 QI, tu es trop fort. Donc du coup, le QI ça marche comment? On pose des questions, plein de questions. Et ensuite, en fonction de la réponse, on donne un score. Bon, après, on fait toute une méthode de calcul un peu chiant, je ne vais pas vous l'expliquer. Et ensuite, après, on vous place sur une courbe. On revient sur la fameuse courbe de Gauss, puisque le QI a une répartition normale. Donc, c'est-à-dire que c'est réparti de façon équivalente dans toute la population. La moyenne est de 100, ça tout le monde le sait à peu près. Si vous avez au-dessus de 100, 10, ou je crois que c'est un peu ça, si vous avez au-dessus de 110, c'est que vous avez potentiellement, vous êtes un génie. Si vous avez en dessous de 75, vous pouvez même pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Voilà, donc c'est un peu plus simple. Donc du coup, ça définit, le QI permet de mesurer des processus cognitifs. Il n'y avait pas eu ce truc où il y a des fachos qui avaient trouvé une carte de QI de l'Afrique? Oui. Alors, c'était quoi ce truc-là? Je sais plus le nom. En fait, ouais, ça c'est un des gros problèmes du QI en fait. C'est que le QI, on a toujours tenté. En fait, on a pris le problème à l'envers. C'est-à-dire en fait qu'on a essayé d'expliquer l'intelligence par le QI. Sauf que le QI est censé être un test de mesure qui nous permet de mesurer l'intelligence. Du coup, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire que c'est par la mécanique qu'on va trouver l'intelligence. Sauf qu'en fait, il faut d'abord trouver l'intelligence pour pouvoir essayer de la mesurer, quoi. Voilà. Et le problème en fait c'est ça, c'est qu'on a pu justifier énormément de conneries avec le QI, énormément de conneries, par exemple des écoles. Si votre enfant n'a pas tant de QI, vous ne pouvez pas rentrer dans cette école, voilà. On a justifié et justement le racisme, pour ça qu'il y a un côté très eugéniste en fait dans le QI qui est un gros problème encore aujourd'hui. Donc c'est-à-dire en fait qu'on divise les êtres humains entre deux catégories, c'est-à-dire entre ceux qui ont un score haut, même 3, la moyenne et en dessous. Et le problème en fait c'est que de une c'est extrêmement ethnocentré, donc c'est-à-dire en fait que les tests de QI sont extrêmement ethnocentrés. Par exemple il y a une population, c'est en Amérique latine je crois, je sais plus tout à fait leur nom, je sais plus, qui ne sait compter que jusqu'à 3, pas plus. Ils savent dire 1, 2 et plusieurs. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement, il y a très peu de choses parce qu'ils n'ont pas besoin de compter plus que 2, plusieurs quoi. Ils n'ont pas besoin de compter au-delà. Donc si je leur fais passer le test de QI, il y a énormément d'items mathématiques. Les items c'est des questions. Des items mathématiques. Ils vont avoir un score extrêmement mauvais. Donc après c'est facile, si t'es un petit fafounet qui aime pas trop les populations qui sont pas des populations ariennes, de dire du coup c'est des débiles quoi. C'est des singes. Tout à fait. En fait c'est beaucoup plus simple. Alors évidemment il y a des tests de QI qui ont été qui se sont créés dans d'autres pays pour essayer de prendre en compte l'aspect culturel. Sauf que c'est extrêmement perfectible
et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, on a essayé de mettre en compte, par exemple, l'intelligence émotionnelle. Bon, ça c'est extrêmement casse-gueule. J'en parlerai peut-être dans un autre épisode, mais c'est extrêmement casse-gueule parce que l'intelligence émotionnelle c'est vraiment très compliqué. Mais en fait, le problème c'est qu'on subdivise tout ça et on essaye de faire un bouli-boulga de plein de processus cognitifs différents, les mathématiques, donc ça par exemple savoir compter, savoir faire des additions, savoir faire des soustractions, savoir faire des divisions, faire de la géométrie, donc savoir se repérer dans l'espace, savoir imaginer un objet dans l'espace, en 3D, en 2D, voilà. En 5D, comme dans les cinémas 5D à Europa Park, je ne sais pas. Savoir s'exprimer. Donc ça, par exemple, c'est un gros facteur social dont on connaît pas mal de choses. Savoir s'exprimer, donc savoir utiliser le verbe correctement, savoir placer le COD correctement. Il y a aussi donc évidemment l'intelligence émotionnelle, savoir reconnaître des émotions, etc. Et en fait, qui sont des choses qui ne prennent pas du tout en compte la singularité de l'individu. Donc par exemple, quand j'emploie ce mot un peu barbare, j'entends par là en fonction de la situation psychologique dans laquelle vous êtes. Vous êtes fatigué, vous avez fait la soirée toute la nuit, vous avez un test de QI, je ne sais pas pourquoi vous avez décidé de le mettre un samedi à 8h du matin, vous avez fait la braque jusqu'à 3h du matin, vous êtes encore à peine dessoulé de la veille, et en plus de ça, votre chien est mort. M'est d'avis, à mon avis, que votre test de QI va être très très long et va pas avoir un très très bon score. Ça va être assez triste, quoi. Il y a aussi un côté, du coup, entre une personne qui a eu un accès à la littérature très tôt, éventuellement des profs de maths particuliers, etc., et une personne qui aura eu un accès un peu plus compliqué, que ce soit au livre ou à la connaissance, le score de QI va sûrement en être impacté, alors qu'en fait, la plupart des gens, quand on parle de QI, ils ont l'impression que c'est un truc inné à l'individu, quasiment biologique, génétique, quoi. Et on arrive au psycho-évolutionnisme, mais ça on en parlera une autre fois évidemment. Mais oui, tout à fait. En fait, le problème c'est ça, c'est que ça renforce le mythe de l'intelligence, parce que le problème c'est qu'on considère l'intelligence comme innée. Si l'intelligence existe, moi je ne pense pas qu'elle existe, mais si l'intelligence existe, elle est probablement sociale. Elle n'est pas innée. Pourquoi ? Parce que par exemple, tous les trucs que je viens de vous citer, c'est des vraies questions du QI, c'est-à-dire savoir faire des verbes, etc. Sauf qu'en fait, on l'apprend dans un environnement. Cet environnement, par exemple, c'est l'école, ou les parents, ou le prof particulier, ou etc., etc. Et on peut s'entraîner au QI. Ça aussi, c'est un problème. Truc à la con, Albert Einstein, ça aurait été un enfant sauvage. Genre, il aurait été élevé par des loups dans la forêt. Ouais. Il aurait... Probablement que quand on le récupère et qu'on le ramène à la société, il chiffre pas de ouf sur les tests de QI. À moins qu'on soit roussiste, non. Ça va pas être terrible, quoi. Donc voilà un petit peu pour le test de QI. Donc en effet, quand vous entendez quelqu'un qui sort comme argument le test de QI, oui, regardez, j'ai eu tant. Alors déjà, dans sa jeunesse, ça marche pas trop, parce qu'en fait, le QI bouge tout le temps. Donc du coup, c'est pas extrêmement fiable. Surtout, par exemple, vous l'avez fait à 16 ans. Vous avez un peu plus simple. Vous l'avez fait à 12 ans. Vous avez eu, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous avez eu 110 de QI. M'est d'avis qu'il a probablement baissé. C'est pas que vous êtes devenu plus con, c'est qu'il a baissé parce que c'est pas le même test de QI. Donc c'est pas les mêmes items qui sont demandés, pas les mêmes questions. Mais alors du coup, pour recentrer sur le sujet, est-ce que Elon Musk est un génie ? Non, parce que le génie n'existe pas. Le génie est un mythe en fait qu'on s'invente pour s'imaginer, pour justifier la position sociale d'une personne, d'un individu. Et en fait, c'est très utile de dire que quelqu'un est intelligent, en sortant évidemment le fameux test fait sur internet, ce qui est encore une catastrophe, parce que par exemple, moi j'ai fait un test de personnalité, je suis Hinata. Toi t'es quoi ? Je sais plus si je l'avais fait le truc de Naruto. Voilà, donc, et je vous le dis, c'est très scientifique, je vous le jure, sur ma vie. Ouais, ça a à peine plus de valeur de faire un test de QI sur internet que quel personnage de Konoha es-tu. Non, donc du coup, déjà, sur internet, c'est pas. Sasuke, il est stylé quand même. C'est vrai qu'il est. Il est dark. Il est dark, il est très très dark. Bref. Et alors déjà non, ça n'a pas extrêmement de valeur parce qu'il faut le faire par un psychologue, c'est quand même un peu mieux parce qu'ils sont plus à même d'évaluer les résultats, parce qu'il y a tout un truc de résultats, c'est-à-dire que c'est assez compliqué, c'est chiant à faire. C'est pas très compliqué, mais c'est chiant à faire. Moi j'aimerais aller voir un psychologue et qu'après une heure d'entretien ils me disent que je suis Shanks le roux. Bah écoute, tu peux lui demander tu peux essayer. En vrai, c'est stylé. Oui, tu peux essayer, mais tu penses pas que tu auras les résultats escomptés. Donc du coup, oui, le problème en fait c'est ça, c'est que ça permet de justifier. Donc déjà sur internet, c'est pas extrêmement fiable, mais surtout en fait, c'est que ça ne justifie en rien sa position sociale. C'est-à-dire que supposons que son test de QI soit vrai. Donc il était à combien, tu m'as dit ? 155. Ah, il était à 155, énorme. Allez, voilà, il était à 155, c'est beaucoup. Très bien, d'accord. En quoi ça justifie sa position sociale ? Parce que comme ça, il a eu des idées de voiture. Voilà, qu'il les a pas eu d'ailleurs. Et oui. Et oui, parce que les grosses bagnoles, les grosses tutures. Voilà, donc en fait, avec 155 de QI, tu sais extrêmement bien parler. Toutes mes félicitations.
Tu sais bien employer tes verbes, tes compléments, etc. Toutes mes félicitations. Tu sais compter aussi, c'est important. Tu sais faire des calculs un peu chauds quand même, hein. Tu sais faire de ce qu'on appelle de la discrimination. Alors, pas sociale, hein, c'est de la discrimination, c'est-à-dire par exemple Dans le sens faire la différence. faire la différence entre deux choses. Tu sais faire des très bonnes discriminations, tout à fait, entre C'est horrible. c'est horrible et je vous jure, c'est un terme scientifique. Entre deux objets qui se ressemblent parfois de façon... Enfin, c'est très pointilleux. Et tu sais probablement faire de la très bonne géométrie. Et peut-être un peu d'algèbre. D'accord, ok, c'est cool. En quoi ça justifie ta position sociale? Voilà. Et oui. Et il y a plein de... Ça mériterait un podcast entier, cette idée d'intelligence, mais c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, quand on dit Einstein est intelligent, Oui. on met de côté tous les gens qui ont travaillé avec lui. Oui, Parce c'est que ça. quasiment tous les... Il y a très peu de créations humaines qu'on va valoriser comme étant des créations de génie, qui sont seules. Parce que même s'il est... Moi, je pense que par exemple, Musk, un des trucs, en ayant fait des recherches sur lui, je pense qu'il est très bon communicant. Alors, Oui, il a fait oui. des bourdes, mais c'est un très bon... Il y avait un gars, j'avais vu un article qui disait c'est un génie de Carl Salesman. Tu vois, et Carl Salesman, en fait, la manière dont c'est employé, c'est le gars qui va être chez le concessionnaire et puis qui va venir te voir et qui va te dire donc tu prendrais pas une bagnole, tu vois. C'est presque le VRP des bagnoles. Lui, il est ça, mais en très très fort et à une très grande échelle. Oui, il est très bon. Je pense que c'est juste. Mais même ça, il a des équipes de com pour l'aider à faire ça. Bien sûr. Même ça, il le fait pas tout seul. Non, mais non. On a déjà parlé de la fusée, mais même la com, il le fait pas tout seul. Moi, je suis presque sûr qu'il travaille aussi son image publique avant d'aller faire une présentation. Il a des gens pour l'aider à ça. Moi, je le compare, tu sais, dans les trucs de Far West, le gars qui a l'élixir miracle. Tu vois Oui, ce que je veux dire, les bien sûr. charlatans avec leur élixir Oui, miracle. oui, qui allait te soigner de tout, là, la pneumonie notamment. Mais même s'il est fort en communication, oui, c'est un truc qu'il fait pas tout seul et ça ne justifie pas tout. Ça ne justifie pas sa place. En fait, tu peux partir du principe que on se dit un génie aussi parce qu'on a l'impression que il y a que Mozart qui a fait Mozart. Mais il y a des tas de gens qui étaient sans doute aussi doués en musique que Mozart, mais qui l'histoire n'a pas retenu parce qu'ils n'ont pas fait les bonnes rencontres au bon moment, leurs œuvres ont été perdues. Peut-être simplement qu'ils étaient entourés de gens qui pensaient qu'ils étaient nuls parce qu'ils n'avaient pas de goût, tu vois. Il peut y avoir plein de raisons. Et c'est pareil, des gens tout aussi brillants que Musk, il y en a partout qu'on connaît pas et qui perceront jamais. Et puis encore une fois, ça suppose en fait une vision de l'histoire dont je suis totalement en désaccord. C'est en fait l'idée, on en revient encore une fois, c'est le monde des idées. Donc c'est-à-dire en fait qu'il y a des personnes qui sont arrivées dans le cours de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, et qui ont d'un coup, comme ça, par un claquement de doigts, inventé le classicisme. Par exemple pour Mozart, quoi. C'est-à-dire vraiment à partir de rien, il a créé le classicisme. À partir de rien, Tesla, il a créé son cul de fusée qui revient tout seul. Là. Alors qu'en fait, il se base sur des idées qui étaient déjà J'aurais pas dans mieux l'air du récité temps, son- qui avaient déjà des... Toutes les choses étaient déjà en place pour que ces idées émergent, et si c'est pas lui Tout à qui fait. les avait portées, d'autres gens Oui, les bien ont sûr. portées. Bien sûr, et c'est pareil pour Einstein. Einstein a fait un grand travail dont tout le monde connaît, en tout cas la formule égale MC2, ça c'est une certitude. Mais en fait, il y a eu énormément de travaux de scientifiques qui ont amené sa réflexion sur ce sujet. Et aussi les conditions matérielles d'existence, on y revient toujours, vous voyez l'épisode 0, lui a apporté en fait ce moment où il pouvait réfléchir, où il avait accès à suffisamment de connaissances ultérieures, donc postérieures à lui, qui pouvaient lui permettre d'émettre une question, C'est des qui, il y a une réflexions. citation connue d'un grand scientifique, ce truc de on est debout sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Alors là, je sais plus. Mais en tout cas, il y a un... Voilà, vous irez checker, comme ça vous serez plus intelligent, vous connaîtrez une Sur le Figaro citation citation. pour vous la péter. Mais en gros, c'est un peu cette idée que oui, tu t'élèves forcément. Quand tu es musicien, tu t'élèves sur le travail de tous les musiciens qui t'ont précédé. Au moins ceux que tu as écoutés. Oui, et les musiciens suivants vont aussi s'épauler sur le travail que tu as fait. En fait, il n'y a pas d'échec dans un travail. Dans un travail universitaire, dans un travail de recherche, dans un travail musical, dans un travail artistique. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, c'est représentatif de l'époque dans laquelle tu vivais, dans les conditions matérielles d'existence dans lesquelles tu vivais, et qui sera toujours utile à d'autres, quoi qu'il advienne. Je pense qu'on peut clore cette partie sur l'explication de... Sauf le lance-flamme. Le génie n'existe pas. Oui. Une fois de plus, c'est un peu ce qu'on dit à chaque fois, c'est pas tant Elon Musk n'est pas un génie ou Elon Musk ce n'est pas un self-made man que ces notions, c'est de la merde. C'est ça. Sauf si vous êtes un évopsy, mais dans ces cas-là, s'il vous plaît, quittez ce podcast avant que je C'est vous un peu retrouve. comme si, alors sans rentrer dans le débat, on s'en fout, mais si on part du principe que les médiums c'est de la connerie, Oui. le problème c'est pas un tel est un faux médium, c'est de manière générale. Oui, c'est ça en Médium, fait. c'est de la Bah, en connerie. fait, c'est Elon Musk, encore une fois, mais on le précise vraiment, mais c'est un symptôme
d'un problème beaucoup plus général, d'une maladie beaucoup plus générale. Alors, oui. Merci, c'est bon, c'est la fin du podcast. Merci à tous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Un truc qu'il y a aussi avec cette idée de génie, c'est le côté... Et là, c'est vraiment, je pense, l'image la plus bête que tu peux avoir du sujet. C'est le côté le génie absolu. Dans le sens où c'est pas juste c'est un grand musicien, c'est vu que c'est un grand musicien ou vu que c'est un grand savant, il comprend tout. Tu vois, il y a un peu ce côté Einstein, il y a des gens, ils sont persuadés que on aurait eu Einstein président vu qu'il est très intelligent, il résout les problèmes. Parce qu'il y a un truc qui est l'intelligence, ça s'applique à tout, tu vois. Et oui. peut-être que Elon Musk est intelligent dans certains domaines, mais on a quand même des traces de lui en train de faire des conneries. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser maintenant. Attention, c'est Twitter Investigation. Alors on va commencer par les tweets, parce que Elon Musk il est assez connu pour faire nimp sur Twitter. Un peu comme son homologue Trump. En juillet 2018, il y avait des jeunes qui se sont retrouvés coincés dans des grottes en Thaïlande. Yes. Elon Musk, alors soit c'est un peu un sauveur de l'humanité, soit il voit le coup de com', il décide de faire un sous-marin à partir d'un morceau de fusée et d'aller le livrer lui-même aux autorités thaïlandaises. Sauf que sur place, les gens lui disent « C'est gentil, merci pour le sous-marin Elon, mais dans les grottes, ça sert à rien en fait, c'est de la merde. » Et donc, il a un peu le seum. Dommage. Mais ça, c'est la faute des Thaïlandais, du coup, c'est pas sa faute à lui. Et oui, c'est parce que... voilà. Oui, parce que les grottes thaïlandaises sont nulles. C'est les grottes thaïlandaises qui sont pas bien, c'est pas le sous-marin qui est pas adapté. Évidemment. T'aurais des grottes civilisées d'occidentales, tu peux faire naviguer des sous-marins, où les gens... il y a des feux clignotants. Voilà, tu c'est peux ça. passer au feu vert pour sous-marin. Bien sûr, mais il y a même des McDo dans les grottes. Il y a un des spéléologues qui a participé au sauvetage de ces jeunes qui dénonce le coup de pub et il dit l'Elon Musk là, parce qu'il est lorrain donc il dit l'Elon Musk, l'Elon Musk là, il peut se mettre son sous-marin là où ça fait mal. Elon Musk il est pas content donc sur Twitter il le traite de pédo, donc de pédophile. Bien sûr. Ça a fait perdre 3% à ses actions. Très fort. Action de quoi? De quelle entreprise? Ça commence devait être doucement. Tesla, non? J'ai pas les détails, ça doit être Tesla quand c'est pas précisé. Ouais. Une autre fois, il déclare sur Twitter disons que j'en ai marre, l'action de Tesla, elles sont trop chères en ce moment. Aïe. Il fait perdre 14 milliards de dollars de valeur à Tesla. Après un premier tweet en septembre 2018, où il déclarait « J'envisage de retirer Tesla de la bourse à 420 dollars par action, financement assuré ». Alors qu'en fait, c'était pas prévu du tout, il y avait rien d'assuré. Il avait perdu déjà 30% de la valeur de... Enfin, l'action avait perdu 30% de valeur. Et Musk avait été déchu de son poste de président du conseil d'administration et avait dû signer un accord avec la SEC, donc c'est la police de tout ce qui est transactions financières, qui l'interdisait de tweeter sur la compagnie sans validation de son équipe juridique. Mais en fait, ce serait bien si tous les bourgeois pouvaient faire de même, c'est-à-dire se descendre eux-mêmes. Ce serait vachement pratique. Ça, on n'aurait rien à faire. Nous. On n'aurait absolument rien à faire, on les regarderait. Mais est-ce qu'on aurait encore besoin de ce genre de podcast extrêmement révolutionnaire ? Je ne sais pas. Ah, tristesse. Faut penser à notre business, faut faire comme l'Elon. Ouais, c'est ça. On va faire des culs de fusée. Alors sinon, dans les anecdotes un peu drôles, il avait aussi fait chuter son action en fumant un joint sur le podcast de Joe Rogan. Vous avez sans doute déjà vu le même. Il y a un gif dessus sur Messenger, voilà. De Elon complètement enfumé. Et ça, à la limite, Twitter. je trouve ça... C'est un des trucs où je trouve ça à la limite malsain pour lui, tu vois. C'est un peu puritain, quoi. Bah ouais. En fait, le gars, il a tiré 2 lattes et son action, elle chute. Par contre, il avait l'air de c'est pas de sa faute, c'est la apprécier société la latte. américaine qui est... T'as vu la tête qu'il a fait en tirant sa latte, il avait l'air de kiffer son moment, quoi. Et sinon, autre anecdote un peu fun, à ses débuts, en voyage d'affaires, il était tellement arrogant qu'il s'est fait cracher dessus, littéralement, par des ingénieurs russes. Oui, pardon. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ah, ça quand même. Bah, d'ailleurs, je crois qu'il a tweeté sur eux il y a pas longtemps, en disant mon trampoline marche par rapport à SpaceX. Voilà, parce que les astronautes russes s'étaient foutus de sa gueule. En disant que c'était un trampoline. Et je trouve ça très très drôle. Alors, autre truc sur lequel il est un petit peu, il a pas l'air d'être très malin, c'est son positionnement politique. Mais vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, il se déclare comme moitié républicain, moitié démocrate, ce qui signifie en sous-texte qu'il est un gros donneur des deux partis pour avoir du contrôle sur le processus politique. Exactement. En effet, c'est un gros lobbyiste, il a soutenu plusieurs campagnes comme Bush, Obama, Marco Rubio, le sénateur de Floride, parce que c'est un état central pour la recherche spatiale. Il se définit lui-même comme un modéré, donc c'est-à-dire qu'il peut être d'accord avec tout le monde du moment qu'on lui file du pognon. C'est Macron, quoi. Il a aussi dit qu'il était socialiste, ce qui est assez beau,
Parce qu'il est moitié républicain, moitié démocrate, aucun de ses partis n'est socialiste, mais il est socialiste. Mais socialiste dans quel sens? Parce que selon lui, du coup, déjà les États-Unis sont communistes. Mais du coup, oui, si les États-Unis, si les États-Unis sont communistes, il est forcément socialiste. C'est vrai. Ah bah voilà. Il a dit qu'il était pas le genre de socialiste qui prend au plus productif pour le donner au moins productif. Donc je pense qu'il est un peu socialiste, genre François Hollande. Ah, c'est bien ça. Il est courant hollandiste. Est-ce qu'il fait le signe égal avec ses bras? Il a fait ses armes politiques à l'UNEF, Elon Musk. Ah, finalement, mon ennemi, c'est la finance. Exactement. Ouais. Pour les taxes, alors il est plutôt pour les taxes sur la consommation que sur le revenu. Alors ça c'est trop bien parce que les taxes sur la consommation, c'est tout le monde qui est impacté pareil. Et surtout les pauvres. Et surtout les pauvres. Ah bah c'est bien ça. Ah du coup, il est vraiment le socialisme inverse, donc du coup un capitaliste. C'est tant mieux parce que donc ça impacte tout le monde pareil, les pauvres payent le même pourcentage que les riches. Ce qui est bien, évidemment. Il est très critique de Trump avant son arrivée au pouvoir, puis il devient l'un de ses conseillers pour, ouvrez les guillemets, lui faire entendre raison sur le climat. Bien sûr. Il quitte cependant après que Trump se retire des accords de Paris. Donc c'est des accords sur l'écologie. Parce que quand même il est un peu écolo. Et oui. Bah sa bagnole, hein. En 2020, il supporte Yang à la primaire démocrate car il croit au revenu de base. Preuve de plus que le revenu de base, c'est de une la arnaque. merde. Parce que pour lui, le revenu de base, c'est la solution à la perte d'emploi et l'automatisation. Donc c'est trop bien parce que en gros, tu peux foutre les gens au chôme du. T'as plus à t'en faire parce que tu vas aller les arroser avec ton RSA++, là, le revenu de base. C'est pas grave qu'ils soient tous au chôme du et que le revenu de base ça soit 700 balles et que les pères et mères de famille vont se retrouver avec 1400 balles en tout pour élever les 4 gamins, génial. Le salaire. Parce que oui, le revenu de base c'est pas du salaire. C'est pas du salaire. Elle est abominable mon imitation de Bernard Friot. Moi j'ai l'impression qu'il est en train de mourir. Donc d'un côté il est complètement inculte en théorie politique parce que ce qu'il raconte c'est n'importe quoi. Il sait pas ce que les mots qu'il utilise veulent dire. D'un autre côté il est extrêmement malin pour utiliser la politique à ses fins. C'est un très bon lobbyiste aussi, on peut le souligner. Oui, bien sûr, mais encore une fois, il a des gens payés pour ça. Encore une fois, il a des gens payés pour ça, tout à fait. Donc voilà. Et le rapport entre Elon Musk et la politique nous mène tout doucement vers notre troisième partie. La fin du monde. Elon Musk, c'est un peu ça. Est-il un véritable visionnaire? Attention, ça spoil. Alors, Elon Musk, il a un petit peu un côté icône geek dans son image publique. Un peu weeb, hein, d'ailleurs. Un peu weeb, ouais. Mais c'est un petit peu le gars qui va vous sciencer vos races et vous amener vers le futur. C'est ça. Avec la chloroquine. Le futur de la chloroquine. Le futur de la chloroquine. D'ailleurs. Comme Benjamin l'a dit, il a été vu chez PewDiePie. Il apparaît aussi dans Rick et Morty, dans Iron Man 2. Dans Iron Man 2, exactement. Dans The Big Bang Theory. Exactement. Et dans Star Trek, alors où il est mentionné comme une grande figure historique du passé. Oh bordel de merde. C'est vraiment, il y a un dialogue, j'ai lu le dialogue hors contexte. C'est deux personnes qui parlent, et il y en a une qui dit à l'autre est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi comme machin Elon Musk, toutes ces grandes figures du passé, ou comme un pauvre collectionneur de champignons? Donc, je sais pas, ça doit faire sens hors contexte, mais je regarde pas Star Trek. Il doit avoir peur de disparaître quand même, hein, parce que pour se saucer autant. Et il y a des rumeurs qui disent que c'est lui qui a payé Star Trek pour qu'ils disent que c'était un peu le mec dont on se souviendrait dans le futur. Ça ne m'étonnerait même pas. Alors il est aussi très inspiré par la science-fiction. En fait, si tu regardes ses projets, ça correspond pas mal. Neuralink, c'est un peu Matrix. Oui. Donc Neuralink, c'est son projet de pouvoir relier les intelligences humaines à des intelligences artificielles. Mais il sait que Matrix, c'est une dystopie ou pas? Il a un peu un rapport à l'intelligence artificielle proche de Terminator ou de Matrix, une fois de plus, parce qu'il se méfie de l'intelligence artificielle, des dangers qu'elle peut représenter, et des robots tueurs, comme il appelle les armes autonomes. Il pense aussi que les robots seront plus malins et plus performants que les gens, et qu'ils vont supprimer tous les emplois et rendre l'humain obsolète. Vieille pensée des années 80 d'ailleurs. Hein. Et c'est ça, en fait, il a un peu... Tout le monde dit que c'est un visionnaire, mais en fait, que ses projets ou sa vision du futur, c'est vraiment la science-fiction des années 70-80. Exactement, ouais. Et c'est un peu cheap. Bah c'est Fallout, quoi. Mais donc du coup, est-ce qu'il est si visionnaire qu'on veut le croire? Donc pour la partie là, je vais m'inspirer, on vous mettra en description, de 2 très bons articles. Vraiment, c'est des articles, ils sont assez courts. Le Figaro Magazine et Le Point. Les Échos. Ah, les Échos. Oui. Ah, je m'attendais pas. Donc 2 articles du Jacobin. Yes. C'est des articles très courts, très denses, très intelligents. J'ai vraiment kiffé en les lisant. Il serait temps qu'on s'abonne au Jacobin quand même. Ils sont en anglais, malheureusement. Mais on vous mettra les liens dans la description. Ouais, mais si vous avez 155 de QI comme Elon Musk, vous pouvez lire l'anglais, évidemment. C'est une évidence. Ah, même le taïwanais. Bah, évidemment. Lui, il sait lire l'elfique aussi. Ça m'étonnerait même pas.
Alors, donc ces deux articles, c'est des articles de Paris Marx, qui est un auteur qui a notamment un podcast qui s'appelle Tech Won't Save Us. Il a un très joli nom. Très joli nom. Tech Won't Save Us, en fait, c'est un podcast où il explique, comme son nom l'indique, pourquoi est-ce que les start-upers de la tech, de la Silicon Valley, etc., c'est pas notre futur. Il démonte un petit peu leurs arnaques. Il en a notamment fait un sur Elon Musk est un gourou de secte. Et donc les deux articles sur lesquels je m'appuie s'appellent Elon Musk n'est pas le futur et Elon Musk prépare l'apocalypse climatique. Donc finalement, c'est pro Elon Musk ce que tu as. Complètement, ouais, mais complètement. Ouais. Il est fan. Ouais. C'est trop mignon parce que quand tu cliques sur son image sur le site du Jacobin, il y a un t-shirt avec Elon Musk dessus. Oh. Est-ce qu'il a la biographie d'Elon Musk? Il a la peluche pour dormir. Alors, un des premiers points qu'on peut critiquer sur Elon Musk, c'est ses grandes idées visionnaires servent surtout de plan com et d'effets d'annonce. Et sont en fait bien moins abouties qu'il veut le prétendre. Comme Hyperloop. Il y a certaines de ces idées qui pour l'instant sont purement à l'état d'idées, comme l'Hyperloop ou la Boring Company. Donc la Boring Company, c'est le fait de faire des tunnels pour les voitures sous la ville. Bah d'ailleurs, une sorte de métro individuel. D'ailleurs, la Californie a payé pour ça. Hein. Et ils ont sorti le pognon. Ouais, ils ont sorti le pognon. Hein. Et ils ont toujours rien vu. Donc, qui sont à l'état d'idées. Il y en a d'autres qui sont régulièrement repoussés. Par exemple, ces projets d'autopilote ont été plusieurs fois repoussés de 2 ans en arrière. Une première fois, ah bah c'est dans 2 ans. Ah bah non, en fait c'est dans 2 ans, mais à partir de maintenant. Et surtout, la mise en œuvre de ces projets est à la fois bien plus coûteuse et bien plus complexe que ceux qu'il vend. Et il est accusé au mieux de sous-évaluer ses projets, au pire de le faire consciemment et de mentir sur les coûts que vont avoir ces projets dans l'avenir. Musk, c'est le représentant d'un courant politique qui s'appelle le capitalisme vert. Le capitalisme vert, qu'est-ce que c'est ? De la merde. C'est une idée de transition écologique qui veut conserver tous les rapports de production capitalistes, mais assurer la transition écologique par les moyens liés au marché, tout en maintenant le système capitaliste et sa course au profit. Donc comment est-ce que tu assures l'écologie en t'appuyant sur les marchés ? Par exemple, en faisant des taxes qui pénalisent les produits polluants, comme la taxe carbone par exemple. Tu peux aussi subventionner les entreprises non polluantes, ça c'est déjà un peu plus socialiste, c'est les capitalismes verts mais un peu de gauche. Tu mets en avant la consommation verte, donc tu consommes comme maintenant, sauf que H&M ils te font des trucs qui sont recyclables et faits en... Et plus cher. Voilà. Ça fonctionne aussi beaucoup par rappel à la responsabilité du consommateur. Donc ça peut aussi être utilisé par les entreprises comme un moyen de com. Elon Musk le fait énormément. Tout ce qui est dans la douche. Greenwashing. Tout à fait. Donc le greenwashing c'est quoi ? C'est de dire achetez mon produit, il est bio, vous aurez bonne conscience. Voilà. Exactement. Donc si vous regardez la télé comme moi je fais avec ma copine régulièrement, vous avez vu qu'en ce moment on a que des pubs moralisatrices qui sont à base de... c'est des noirs ou des homosexuels, ils aiment bien aussi la diversité en ce moment, qui courent dans les champs. Ah c'est fini là maintenant les homosexuels, le c'est 1er vrai juillet. Hein. Bah c'est fini. Ah hein. oui c'est vrai. Le mois de l'après c'est fini. Hein. C'est vraiment, donc ça va être un peu de diversité, des gens qui courent dans les champs, des vieux, des femmes qui font du foot, parce que maintenant les femmes peuvent faire du foot, on est trop moderne. Ouais t'as vu. Des éoliennes, des jolis plans de la mer, et à la fin, après 1 minute de ça, c'est acheter mon ketchup. Oui. Ou acheter mes fringues. Ou Aldi, les nouveaux consommateurs, enfin tous les trucs comme ça. Et on a aussi beaucoup l'appel à la responsabilité des entreprises comme à celle des consommateurs. Le capitalisme vert, on peut dire qu'il se nourrit de l'affect écologiste qui évolue dans la population. Il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés à ça, parce qu'on est obligé d'en parler, parce que la catastrophe, plus on y va, plus elle est imminente. Ou en tout cas, sans forcément être dans la collapsologie, on peut dire que des grands changements se rapprochent, des changements notamment en termes de température. Il se nourrit de cet affect-là, et il en profite pour vendre. Et Musk surfe énormément là-dessus. Donc sa vision du capitalisme vert, à lui, c'est qu'il est contre les subventions. Parce qu'il est plutôt de l'aile très libéral, même s'il en prend plein. Il en profite un peu quand même. Il est pour une taxe carbone qui ferait payer le coût climatique parce qu'il pense que le marché trouvera la meilleure solution s'il y a des conséquences à la production de véhicules polluants. La main invisible. Exactement. Donc lui, il pense que si tu pénalises les gens qui font les voitures au gasoil, naturellement, ce sera les voitures non polluantes qui émergeront. En bon capitaliste vert, Musk pense que c'est avant tout l'innovation technique qui sauvera le monde. Il n'y croit pas tant que ça quand même, puisqu'un des intérêts de la colonisation spatiale pour lui est de quitter une Terre rendue inhabitable par la catastrophe climatique. Ce qui probablement ne va jamais arriver, d'habiter sur Mars. Alors il y a pas mal de problèmes avec le capitalisme vert. Déjà, souvent on se focalise sur les émissions de gaz à effet de serre. Ça va être beaucoup des choses comme la taxe carbone pour réduire les émissions de CO2. Alors qu'en fait, l'écologie, c'est une problématique beaucoup plus vaste que ça. Par exemple,
si on se met à remplacer des véhicules classiques par des véhicules électriques. Ça pourrait être un plus de ce point de vue-là, c'est sûr. Mais c'est loin d'être suffisant et ça pose d'autres problèmes. Un des principaux problèmes posés par Tesla, c'est que Musk a l'ambition de produire ces voitures à grande échelle, d'en faire beaucoup. Et pour faire beaucoup de voitures, il faut beaucoup de matériaux. Notamment, un des exemples, le lithium qui est utilisé dans les batteries. L'extraction du lithium, c'est une saloperie. Ça dévaste les environnements, notamment en Amérique du Sud. Je crois qu'il y a 58% de la production de lithium qui vient de Bolivie. Ça déglingue les environnements, ça pollue l'eau, et en même temps c'est très coûteux. Il faut énormément d'eau pour extraire du lithium. Et ça, même si c'est légèrement mieux que les autres activités minières, ça a aussi des effets dévastateurs sur les aborigènes et les animaux. Donc en fait, un des problèmes du capitalisme vert, c'est que ça reste dans cette idée de croissance, de production infinie, sauf que, de une, les ressources de la Terre sont finies, donc ça veut dire qu'il y a un moment où ça va venir par péter, mais l'extraction de ces ressources, c'est déjà des processus extrêmement polluants. Donc finalement, on précise évidemment qu'on n'a pas été payé par Total pour dire tout ça. Tout à fait. Range le chèque, s'il te plaît. Donc voilà. Non mais ça serait mieux à la limite que les véhicules soient électriques par rapport à ce qu'on a maintenant. Oui, tout à fait. Mais en fait, ça serait un léger plus, mais prétendre que ça va résoudre tous les problèmes et sauver le monde et sauver le climat, c'est du mensonge. Et en fait, même prétendre que ça va régler ne serait-ce qu'un seul problème est faux, puisque tu en rajoutes plus un. En retirant par exemple avec le lithium, tu rajoutes plein de problèmes. Et tu as aussi la question avec les batteries de comment on va les recycler. Donc ça c'est pas recyclable, on sait pas les recycler. Mais donc le principal point de cet argument, c'est vraiment ça. C'est que le capitalisme vert, il garde la logique de production infinie du capitalisme, et ça c'est pas compatible avec la préservation de la planète. Un deuxième point, c'est que le capitalisme vert, surtout celui de Musk, ça construit un futur à 2 vitesses. Les produits verts sont souvent plus chers et moins accessibles aux personnes aux plus faibles revenus. Même si on créait un capitalisme écolo, ça réglerait pas les problèmes de type l'exploitation, le sous-paiement, les inégalités, la dépossession, l'exploitation déjà des travailleurs sur notre sol et des travailleurs dans les pays où on va énormément faire de sous-traitance. Parce qu'il y a de moins bonnes conditions de travail. Parce qu'on peut payer des gamines de 14 ans 3 balles le mois qu'on jette quand elles ont 25 piges parce qu'elles sont à moitié mortes, elles travaillent là depuis qu'elles sont gamines à inhaler des produits chimiques. Et ça, on peut très bien le faire avec le capitalisme vert. La plupart de ces avancées sont donc inaccessibles aux plus pauvres. La Tesla reste relativement chère. Et même le simple fait d'avoir une voiture individuelle, ce n'est pas accessible à tout le monde. Aussi, même s'il dit le contraire, il y a de fortes raisons de penser que son système de tunnel pour voitures, en raison des coûts de construction et de l'espace limité, sera sûrement réservé à une élite. Son projet de batterie solaire indépendante, SolarX, sera pas non plus à la portée de tout le monde, et il est plutôt adapté aux suburbs de riches ou aux gated communities, donc c'est les ghettos de riches, que à un environnement urbain, par exemple les pauvres qui vivent dans des immeubles. Ce qui est trop bien, c'est que une fois qu'on aura les inégalités, les riches qui vivent dans leurs superbes gated communities pas polluées à l'énergie solaire, ils auront aussi le Cybertruck, qui a été présenté récemment par Musk, et qui est résistant aux balles pour pouvoir se protéger des pauvres qui voudraient jeter des cailloux ou autre. Il prévoit tout. C'est trop bien. Et enfin, c'est la même chose pour la colonisation de Mars. Il y a peu de raisons de penser que tout le monde aura les moyens d'y aller. En fait, ça risque même de devenir un ghetto de riches. Si on arrive à terraformer Mars et d'en faire un environnement vivable, voire même plus vivable que la Terre si elle est dévastée, c'est tout à fait possible que ce soit qu'une partie de l'humanité qui y émigre et qui vive dans des meilleures conditions pendant que nous les schlags on restera ici à respirer du CO2. Ce qui est intéressant, c'est que le capitalisme vert, il suscite des réactions de classe. On peut considérer que les gilets jaunes, c'est une réaction de classe au capitalisme vert. Parce que même si ça s'inscrit dans plein d'autres problématiques, un truc qui avait été moqué à l'époque, c'est que ce qui a mis le feu aux poudres, c'était une taxe sur le carburant. Et c'est une taxe qui touchait principalement les gens déclassés, qui vivent pas en ville, plutôt dans des zones périurbaines ou rurales, et qui sont déjà à sec et qui vont devoir payer le carburant plus cher parce que ils sont pas gentils, ils polluent. Sauf qu'en fait, c'est des gens qui sont obligés d'utiliser ce type de carburant pour se déplacer. Et donc d'une certaine manière, le mouvement des Gilets jaunes, c'est une réponse populaire aux excès et aux inégalités dues au capitalisme vert. Parce que pendant ce temps-là, tous les urbains, comme moi par exemple, moi je vis en ville, c'est pas grave si j'ai pas de voiture. Je peux me permettre de prendre les transports en commun. Je peux me permettre de me déplacer à pied ou à vélo jusqu'à mon lieu de travail. Oui, exactement, oui bien sûr. En fait c'est toute la problématique du territoire en fait. Et enfin, la vision de Musk représente un retard idéologique.
C'est-à-dire que, alors qu'il nous promet le 22e siècle, les promesses de Musk empêchent les USA de rentrer tout simplement dans le 21e siècle. Pourquoi ? Parce que, par exemple, l'idée de la Boring Company, donc c'est cette idée de tunnel sous les villes, il est né parce que Musk se faisait chier dans les embouteillages. Mais peut-être que le problème du trafic, c'est la voiture en elle-même, et pas la manière dont sont construits les espaces urbains autour des voitures. Parce que, tout simplement, donc, t'as cet argument de classe. Le simple fait de posséder une voiture, ça exclut tous les ménages les plus pauvres qui peuvent pas se permettre d'avoir une voiture individuelle. C'est un truc qu'on a du mal à se figurer, surtout pour moi, parce que j'ai des parents qui vivent pas en ville, et je viens plutôt d'un milieu de classe moyenne, donc pour moi tout le monde a une voiture. En fait, pour les ménages les plus pauvres, c'est déjà plus compliqué que ça d'avoir accès à la voiture individuelle. Au-delà de ça, l'auto individuelle, on peut considérer que c'est un moyen de transport du passé, parce qu'il y a déjà des solutions de déplacement moins polluantes, plus rapides et efficaces qui existent déjà. Le train. Et c'est pas des trucs du futur de ouf, Ah bah non. c'est des pas du trucs tout. comme le train, les bus à la limite, Oui. le métro. Oui. Et de ce point de vue-là, les États-Unis sont particulièrement sous-équipés. C'est pour ça qu'on peut dire, et c'est l'argument de Paris Marx, que les États-Unis ne sont même pas dans le 21e siècle. Ils en sont à un rapport archaïque au déplacement qui est l'auto individuel, qui est un rapport qui est plus simple pour certaines classes, qui est très polluant, qui occupe beaucoup d'espaces urbains, alors qu'ils pourraient au moins en être au train, au métro, au bus, etc. D'ailleurs, leur réseau de métro à New York est une catastrophe. Bah, en Chine et en Europe, on est beaucoup mieux lotis de ce point de vue-là. Ah, totalement. Et c'est notamment à cause de gens comme Musk. Musk, il aime pas les transports en commun. Déjà parce qu'il dirige une compagnie de bagnoles, mais il trouve ça chiant d'être collé aux gens, dont certains peuvent être, je cite, des serial killers. Et il a vraiment dit ça à propos de pourquoi il aime pas les transports en commun. D'accord. Un truc, par contre, où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il dit que les trottinettes électriques, ça manque de dignité. C'est vrai que c'est moche, les trottinettes. C'est la seule chose où je suis d'accord avec lui. On devrait interdire les trottinettes électriques. Et un problème, c'est que c'est pas seulement... En fait, lui, il essaye de mettre en avant une vision du futur qui serait le présent, voire le passé, donc tout le monde a sa bagnole individuelle, mais repeint en vert. Mais elle roule toute seule. Et les gens disent que c'est un visionnaire, alors qu'en fait, ce qu'il dit, c'est juste, bon, on va faire comme maintenant, mais on va repeindre en vert. Oui, bah c'est ça. Puis finalement, on peut faire même une comparaison avec Wall-E, le film Pixar qui parle un peu de ce capitalisme vert-là. Donc c'est-à-dire, en fait, on automatise tout, mais on règle pas le problème. Complètement. Et l'argument de moyen de transport futuriste, le pire, c'est que non seulement il est pas si visionnaire que ça, mais il est souvent utilisé pour dissuader les électeurs de voter pour des projets ambitieux, de métro ou de TGV. D'après Ashley Vance, le biographe de Musk, le but principal du projet Hyperloop est de dissuader le projet de TGV en Californie, et pourrait même ne jamais être construit. Donc c'est peut-être juste un coup de bluff, l'Hyperloop. Alors que, même si on part du principe qu'il pouvait être construit, le TGV sur une même ligne transporte 4 fois plus de passagers par heure que l'Hyperloop. En termes d'urbanisme, les voitures individuelles demandent beaucoup d'espace, et contrairement au métro par exemple, empêchent le développement de zones piétonnes et de pistes cyclables. Les transports collectifs sont bien plus efficaces, accessibles et réduisent nettement l'impact écologique. On pourrait aussi réorganiser les villes et l'espace pour qu'ils nécessitent moins de trajets en voiture. On pourrait pourvoir les zones périurbaines et les campagnes en infrastructures pour les rendre moins dépendantes de la ville. C'est ce que tu parlais tout à l'heure. On peut aussi être plus ambitieux et voir en termes de politique territoriale. Oui, Comment on aménage le territoire. Oui, c'est ça en fait. C'est ça. Tout à fait. Et ça, ce serait visionnaire. Ça, ce serait penser le futur. Oui, oui. Musk, tout ce qu'il propose de faire, c'est sauver la planète, mais tout en faisant reculer toutes les avancées sérieuses qui essaient d'être mises en place aux États-Unis. Mais on pourrait parler de sa volonté de conquête spatiale. Plutôt que de terraformer d'autres planètes, on pourrait commencer par arrêter de déterraformer la Terre. Ce qu'on est en train de faire actuellement, de la rendre inhabitable. Sauf que tout ça, ça demande des politiques publiques, des choix collectifs, une vraie vision d'avenir. Et ça demanderait aussi de mettre un frein, voire un stop, aux appétits de croissance infinie de Musk et de ses copains, de sa classe sociale. Bref, Musk n'est qu'un homme du passé, un charlatan avec des effets de manche de science-fiction. Tu vois, on va pas dropper les mics parce qu'ils coûtent cher. Il coûte cher et on est pauvre. Alors, moi je pense que le culte de la personnalité autour de Musk fait partie d'un plan com. Et fait partie de l'image de marque de sa société. En gros, ce qu'on vend aux gens, c'est faites partie du futur. Rangez-vous dans le camp du visionnaire rebelle, du Léonard de Vinci de notre époque, achetez une Tesla. Le fait d'être un riche entrepreneur lui permet d'être crédible, parce que les gens associent ça à l'intelligence, à du mérite, etc. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, comme il est crédible, et comme il a l'air intelligent, les gens lui font confiance, et donc le fait d'être un riche entrepreneur lui permet d'être un encore plus riche entrepreneur. Un autre truc que ça nous permet d'adresser, cette histoire d'Elon Musk, c'est qu'une critique qu'on peut faire aux gens de gauche, c'est de dire « Vous pensez que les patrons sont tous méchants ?» Et oui. Bah oui. Mais non.
En fait, Ah bon? c'est parce qu'on a une vision de ce qui est bien ou mal qui est différent de la vision libérale classique. On pense pas qu'il y a des gens chez qui des traits de personnalité, genre un niveau de méchanceté va être distribué. Il y a des gens méchants, il y a des gens gentils, et ça peut se trouver dans toutes les Elon sphères de la Musk est un population. pervers narcissique, histrionique, je sais pas, paranoïaque. En fait, on pense que les patrons sont nuisibles à la société, non pas en raison de caractéristiques innées, mais parce que leur place dans la société leur donne des intérêts qui sont extrêmement éloignés de ceux du bien commun. Ils ont leurs propres intérêts. Pour eux, c'est intéressant d'exploiter des gens dans le tiers-monde pour sortir du lithium et du cobalt, de faire travailler des gens trop longtemps pour pas assez cher dans des usines, de polluer la planète, de retarder des projets qui viendraient contrecarrer ceux de leur société, parce que ça leur permet d'aller dans la course au profit. Et c'est pas parce qu'ils sont méchants, en fait. À leur place, on ferait la même chose. Mais sauf que eux, à notre place, ils auraient aussi envie de nous décapiter. Ou au moins de nous exproprier, de nous foutre au SMIC à récurer des chiottes chez McDo. Ça, c'est clair. Puis il faut aussi se dire que c'est des gens qui sont... Là, tu parlais de ghetto de riches, c'est des gens en fait qui vivent dans une bulle, qui est une bulle qui est donc leur classe sociale, et qui donc n'ont aucune capacité de vision des impacts qu'ont leur prise de décision. Moi, je pense que toute la partie dont j'ai parlé sur le capitalisme vert à deux vitesses, c'est possible que ce soit un truc qu'ils ne voient même pas. Ouais, je suis d'accord. Ah avec non, ça. mais je pense pas vraiment qu'ils le voient. C'est même pas il est méchant, il se dit Non. les sales pauvres, on va les laisser mourir. Mais non, pas du tout. C'est qu'en fait, il ne pense même pas à ça. Il a une vision de classe, et sa classe, c'est la classe bourgeoise. Donc, c'est la réalité qu'il perçoit au quotidien. Puis surtout en fait que par exemple là avec l'idée du mérite en fait il se voile d'illusions en se disant de toute façon si quelqu'un veut accéder à mes produits il s'en donnera les moyens. Donc du coup en fait il voit la bourgeoisie, il voit la pauvreté comme en fait un élément naturel. Donc c'est-à-dire en fait que quand tu es pauvre c'est une catastrophe naturelle, un peu comme une tornade ou un tsunami qui arrive sur ta face et t'es en mode ah bah c'est triste, tant pis, c'est dommage. En fait c'est pas de notre faute, c'est un élément naturel, c'est normal, ça arrive dans la société, alors qu'en fait pas du tout. C'est pas du tout un élément naturel. La pauvreté n'est pas un élément naturel. C'est créé et construit par la société. Et que ce soit la pauvreté. Alors ça, si jamais un jour on parle de Bill Gates, on pourra parler de ça, parce que le côté Zizek, il appelle ça les communistes libéraux, le côté très philanthrope. Tu vois. Yes. C'est plus Bill Gates que Musk. Mais que ce soit la pauvreté ou le désastre écologique ou tous les problèmes liés au capitalisme, on ne peut pas compter sur les capitalistes pour les régler. Bien sûr que non. Parce que, en fait, ces problèmes sont des dommages collatéraux de leur mode de vie, de leur mode de production Oui, ils en ont même pas conscience. et de leurs intérêts de classe. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on peut pas compter sur eux pour les résoudre, pas parce qu'ils sont méchants et qu'ils s'en foutent des pauvres. Je pense qu'il y en a qui sont très cyniques. Et je pense que globalement ils s'en foutent des pauvres, mais même pas dans le sens où ils s'en foutent, dans le sens où ils savent à peine qu'ils existent, où ils font pas le lien entre leur mode de production et la vie des pauvres. Ils sont pas méchants en raison de caractéristiques innées. Et c'est pas pour ça qu'ils contribuent à perpétuer les problèmes qu'on rencontre dans nos sociétés, donc la pauvreté, l'exploitation au travail, les accidents du travail, le chômage, l'écologie, le désastre écologique. Tout ça, c'est des choses qui sont des dommages collatéraux de leur mode de vie de classe et de comment ils s'enrichissent. Et qui sont perçus comme une fatalité. C'est-à-dire en fait que pour eux, c'est une fatalité, les accidents de travail. Exactement. C'est dommage. Et on ne peut pas compter sur eux pour changer parce que c'est intrinsèquement lié. Tu peux pas séparer le désastre écologique, la pauvreté, le chômage de leur fonctionnement. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut les exproprier et récupérer les moyens de production. J'adore quand tu dis ça. Répète Ah bah, voir. exproprier, récupérer les moyens de production. Ah, c'est formidable, c'est formidable. Parce que si les capacités décisionnelles énormes que tu as quand tu es PDG ou grand actionnaire étaient dans les mains du plus grand nombre, on pourrait commencer à les utiliser au service du plus grand nombre. Mais tant que ces capacités décisionnelles énormes seront dans la main de quelques politiciens, de quelques grands entrepreneurs, PDG, actionnaires, ces moyens décisionnels, ces moyens politiques, ces moyens techniques, humains, seront à leur service et au service de leurs intérêts. C'est aussi pour ça qu'on ne croit pas au mythe de l'homme prévidentiel. Il peut éventuellement y avoir des leaders qui émergent de la masse, mais ça déjà, on s'en méfie. Même à gauche, oui. On a plutôt tendance à s'en méfier. À gauche, et nous en plus qui avons des sensibilités un petit peu... décentralisatrices. Voilà, on va dire ça. Mais alors, quand c'est pas des gens qui émergent naturellement de la masse, mais des hommes politiques ou des milliardaires, là on peut direct flairer l'arnaque. On pense qu'on ne doit pas laisser des grands projets de société entre leurs mains.
mais que ça doit être discuté collectivement, que les problèmes de la masse doivent être confiés à la masse elle-même. Et on peut même débattre du fait que dans un système politique idéal, certaines décisions de politique publique ne devraient pas être mises directement dans les mains des personnes concernées. Par exemple, assurer, peut-être pas uniquement, mais au moins qu'il y ait une forte représentation des personnes handicapées dans ce qui concerne les politiques de la ville en termes d'accessibilité. Ou en ce qui concerne les droits des trans, qu'il y ait une majorité, que ce soit des comités de personnes trans. On peut réfléchir à des tas de formes politiques où c'est pas seulement de la démocratie, où c'est la majorité qui l'emporte, mais où il y a des mini-centres de pouvoir pour les problèmes qui ne concernent que certaines personnes. Tout à fait. Que ce soit par exemple l'hôpital, que les politiques en termes d'hôpital soient décidées en commun par les usagers, les patients et le personnel soignant. Comme dans les années 60. Par exemple. Un autre exemple, on peut prendre celui ce qu'on avait vu, les gens qui étaient à la manif pour tous, étant donné que le mariage pour tous, ça a très peu d'impact sur eux. Pourquoi est-ce que ces gens-là devraient avoir leur mot à dire en fait ? Exactement, oui. Donc il y a toute cette idée de comment est-ce qu'on peut remettre le pouvoir à la masse, mais aussi le décentraliser, pour être sûr que, en fait, c'est tout un tas de questions politiques qui sont intéressantes, mais qui sont difficiles, parce que la politique, c'est un lieu de conflit, et je pense que le fait d'être de gauche, ça suppose de commencer tout de suite à réfléchir aux institutions politiques qui serviraient le plus grand nombre, mais aussi, putain là ça va faire intelligent ce que je veux dire, le plus petit nombre au sein du plus grand nombre. Oh là là. Et bim. J'adore ton épitaphe. Acceptez-moi Sciences Po. SVP. Je n'ai pas d'argent. Je veux faire l'ENA. Oh là là, au secours. Bref, les problèmes politiques ne se règlent pas quand un grand homme débarque avec des solutions clés en main. La politique est un lieu de débat, de conflit entre des groupes d'intérêts différents. Et c'est de cette confrontation, si elle est bien organisée, que peuvent émerger des solutions. Il n'y aura pas de sauveur suprême. Il n'y aura pas de technomessie. Et même Ronald McDonald ne peut rien pour nous. Et un cul de fusée ne sauve pas une société. Drop the mic. So, for example, take communism. I have a dream. Alors, monsieur Macron, vous avez perdu. Healthcare is a human right, not a privilege. La révolution, c'est d'abord l'irruption des masses sur la scène où se dessine son propre destin. Ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Vous êtes contentés en groupe, en troupeau, de voter contre, de lever la main en cadence comme des Playmobil. Expliquer dans le monde dans lequel ils vivent et puis dire pourquoi il faut détruire le capitalisme qui tue la planète et qui va achever l'humanité si ça continue. Vous détruisez le travail, vous détruisez les territoires, vous détruisez les vies et vous détruisez la planète. Si vous n'avez plus aucune légitimité, le peuple, lui, a entièrement celle de résister à sa propre démolition.